minéraliser et c'est ce qui va être la base du tartre. Je pense qu'il y a un problème avec le partage d'écran de Monsieur Perrier. Ah. Et que je- Il nous a dit qu'il enregistrait, mais je crois qu'on l'enregistrait depuis le début de Oui, il y a eu un problème. un bug. Benoît, Il se reconnecte. Tac. d'accord. Excusez-moi, j'ai été éjecté. Excusez-moi, j'ai été éjecté de la réunion, dirais. Oui, il y a eu un souci informatique. L'enregistrement s'est lancé. Enfin voilà, il y a eu un souci. Ouais. Je repartage mon écran. Est-ce que vous voyez bien mon Oui, diaporama? oui, c'est bon. D'accord. Je me mets parce que ça m'a changé d'écran. Euh, donc, j'en étais en fait, cet enduit mousse, il reste sur les dents au fur et à mesure des jours. Il va se minéraliser avec notamment la salive et c'est ce qui va être le tartre, hein, qui est souvent évoqué. S'il y a des dépôts en fait qui restent, qui stagnent. Alors, cette plaque dentaire, donc salive, débris aliments, en fait, on va avoir deux familles de bactéries globalement qui vont s'associer différemment. On va avoir une famille de bactéries qui va produire des acides à partir des glucides. Donc, tout ce qui va être glucide va être transformé et ça va attaquer les surfaces dentaires. C'est une déminéralisation qui petit à petit va amener à un trou dans la dent, en fait, une perte de substance et c'est ce qu'on appelle les caries. Donc, en anglais, en fait, c'est assez intéressant parce que c'est tout ziquet, c'est pourriture de la dent, hein, c'est réellement ça. Ce sont des bactéries, effectivement, qui vont dégrader la substance dure et notamment l'émail. Et puis, on va avoir d'autres familles qui vont produire des enzymes ou des toxines qui, là, vont plutôt réagir au niveau des gencives et créer une inflammation localisée qui va devenir chronique. Et cette inflammation, en fait, on va avoir une réaction de l'organisme qui va faire que ça va dégrader, en fait, le support gencive-os au fur et à mesure des années. Hein, donc la parodontie, ce qu'on appelle souvent le déchaussement des dents, là-dessus, c'est effectivement une perte de la gencive osseuse liée à une inflammation chronique qui s'étale sur plusieurs années. Hein. On arrive au bout de, par exemple, une perte de dents parce qu'il n'y a plus du tout d'os, qui s'est passé un long laps de temps. C'est pas en un jour là-dessus et on a loupé éventuellement quand on arrive là beaucoup de choses entre autres. Chez l'adulte, c'est la première pathologie, en fait, actuellement, en termes de fréquence, sont les maladies parodontales. Et notamment, les pertes de dents, actuellement, sont essentiellement dues à des maladies parodontales chez l'adulte. Hein. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est vraiment la maladie actuelle. On a effectivement amélioré beaucoup plus la prévention carieuse, on conserve les dents plus. Donc, on a plus de risques, effectivement, d'avoir après ces maladies parodontales. Micro, c'est bon. Donc, deux grandes familles liées à des bactéries. Donc, ces bactéries, on va pouvoir les maîtriser parce que si on les maîtrise, ben, on est dans une situation où on n'est pas du tout dans une fatalité. On peut très bien conserver ses dents toute sa vie sans carie. Hein, ça, de toute façon, on est sur des facteurs qu'on peut maîtriser dans l'environnement. Hop. Alors, quelques évolutions au niveau de la maladie carieuse. Je vous dis que c'était une déminéralisation. On va avoir une déminéralisation qui va se faire éventuellement sur une surface. Souvent, ça va être dans les espaces interdentaires ou dans les sillons, par exemple au niveau des molaires, comme j'évoquais, sur les petits trous qu'on peut avoir, où des bactéries vont rester, vont s'installer. On va avoir une acidité qui va venir déminéraliser. Au départ, c'est à l'état microscopique, on a des pertes de cristaux. Et puis, quand ça devient un certain stade macro, c'est-à-dire qu'on commence à avoir une légère cavité, on va, dans ce cas-là, on va être dans une phase en fait qui est réversible, où ça va continuer à se dégrader s'il n'y a pas l'intervention d'un chirurgien dentiste. Quand on est vraiment au stade très micro, on a des possibilités, avec notamment le fluor, de pouvoir reminéraliser, de stopper l'activité de déminéralisation. Donc ça, c'est des choses qui sont réversibles. On est très très précoce. Donc, si on laisse une carie évoluer, dans ce cas-là, bah, petit à petit, ça va atteindre la couche en dessous de l'émail qui est la dentine, qui est une zone plus poreuse. Et c'est là où de temps en temps, on peut ressentir un petit peu de sensibilité, mais pas toujours. Ça dépendra où se positionne la dent, s'il y a de l'air qui passe, des choses comme ça, ou de l'eau.
Parce que ces porosités, en fait, il va y avoir des terminaisons nerveuses qui peuvent donner cette sensibilité un petit peu plus de la dent. Et puis, bah, si on laisse passer, on a les bactéries qui vont rentrer dans la dent, qui vont créer une inflammation au niveau du nerf, au niveau des vaisseaux, parce qu'il y a une infection qui se développe. Donc, quand il y a une infection, il y a une inflammation. Et qu'est-ce qui se passe? Bah, il y a une dilatation des vaisseaux. Le problème, c'est qu'on est dans une dent, un tissu dur. Donc, si les vaisseaux dilatent, ça va comprimer les fibres nerveuses et souvent, ça va déclencher ce qu'on appelle la rage de dents. En fait, derrière, le thème médical, ça s'appelle une pulpite, une inflammation de la pulpe. La pulpe, ce sont en fait la partie vivante, les vaisseaux, les nerfs à l'intérieur de la dent, qui vont avoir une inflammation. La particularité de ces tissus-là, c'est qu'une fois qu'il y a une inflammation, elle est irréversible. Elle entraîne directement après, ou progressivement, une nécrose de la dent. Elle ne pourra pas, cette inflammation, être résolue pour conserver la vitalité. Donc, c'est souvent à partir du moment où on a une carie qui touche le nerf, on est obligé de faire ce qu'on appelle une dévitalisation, hein, en termes effectivement grand public, où en fait, on va aller éliminer la pulpe, donc tous les tissus qu'il y a à l'intérieur de la dent, pour pouvoir en fait éliminer cette pulpe qui ne pourra pas cicatriser, et on va la remplacer, on va former une sorte de joint avec un matériau étanche qui va permettre d'éviter d'avoir un passage entre la bouche et l'organisme par les racines. Donc, si toujours le patient a résisté à la douleur ou autre, on est en voie de nécrose, après tout d'un coup, il y a une période où il ne se passe plus rien. Mais par contre, les bactéries, elles vont continuer à progresser, vont aller envahir en fait au-delà de la dent, au niveau de l'os et même dans la circulation sanguine. Donc, on peut avoir une diffusion étendue de ces bactéries. Ah bah oui, ça peut se passer pendant des années sans rien, puis tout d'un coup avoir un abcès aigu. Donc là, on passe d'une chronicité à une phase aiguë, où là on a un développement bactérien accéléré et c'est l'abcès. Abcès aigu qui peut apparaître, mais là on a laissé passer quand même beaucoup de choses, donc on arrive là. Donc c'est vrai qu'on peut prévenir tout ça, on va voir comment agir. Maladie parodontale, c'est les tissus de la dent, donc c'est des dépôts qui restent au départ au niveau de la gencive, qui peuvent créer une inflammation au départ de surface. Alors en surface, quand on a une inflammation, à la différence de la pulpe, ça peut être réversible, tout simplement en rétablissement d'hygiène, en faisant un détartrage s'il y a besoin, on va retourner à l'état initial. Donc la première étape, c'est la gingivite, inflammation superficielle réversible. Si par contre cette inflammation persiste dans le temps au fur et à mesure des années, plutôt sur une dynamique d'années, on va avoir par contre une inflammation qui va attaquer le support, l'os, et on va avoir donc une perte osseuse. Et là, on a une pathologie qui devient irréversible au niveau des séquelles. Tout ce qui est perte osseuse, perte gingivale, on ne sait pas pour l'instant les compenser. La recherche ne permet pas de les compenser. Donc là, l'objectif, ça va être de pouvoir détecter éventuellement le plus tôt c'est possible ces pathologies pour pouvoir les intercepter et conserver le niveau osseux au moins qui reste à ce niveau-là. Si on ne fait rien petit à petit, bah, ça peut aller jusqu'à la perte de la dent puisqu'il n'y a plus de tissu soutien. Derrière, par exemple, quand on est dans ces pathologies, il y a une perte osseuse. Donc, par exemple, si on a une perte de dent, on sera limité de temps en temps dans les techniques, éventuellement, si on veut intervenir pour remplacer. Par exemple, les implants qui permettent de mettre une fausse racine, éventuellement, ne pourra pas être mis s'il n'y a pas d'os, bien sûr. Ces pathologies, on est sur une pathologie inflammatoire. Donc, normalement, quand on touche la gencive, on va avoir un saignement là-dessus parce qu'il y a une inflammation. Donc, tout saignement en bouche est un signal d'alarme. Mais on peut être en phase de gingivite ou parodontite, ça dépend quand est-ce qu'on s'en inquiète. Mais tout saignement doit être pris en compte là-dessus. Généralement, les patients peuvent se dire, oh là là, je brosse moins parce que ça saigne, il faut encore plus brosser. Ça va être la première étape du traitement, c'est de rétablir une qualité d'hygiène suffisante qui va permettre déjà de diminuer en surface l'inflammation. Et si on est dans des stades de parodontite, après, il y a des traitements complémentaires qui seront à mettre en place en cabinet dentaire. Mais l'hygiène, c'est 90% du traitement des parodontites, avec notamment des accessoires que vous connaissez bien, qu'on va reparler, les brossettes, par exemple, derrière. Alors, derrière ces pathologies, qui sont d'origine bactérienne, hein, donc, peuvent diffuser, bien sûr, dans tout l'organisme. Maladie carieuse, on va être sur une propagation directement des bactéries dans la circulation sanguine, avec des greffes, notamment, par exemple, cardiaques. Hein. C'est vrai qu'actuellement, dans nos pays, on se rend moins compte de l'importance que ça peut avoir, mais en Afrique, on peut mourir de ce qu'on appelle le noma, hein, qui est une maladie en fait bactérienne d'origine dentaire qui va même détruire toute la face.
On peut effectivement avoir des atteintes cardiologiques qui peuvent détruire complètement les valves, donc avec aussi un enjeu vital, et puis une septicémie au niveau global, directement par ces diffusions bactériennes. Et un autre enjeu plus lié aux maladies parodontales, on va avoir une inflammation chronique, souvent c'est pas sur une dent, hein, c'est sur l'ensemble de la bouche. Si on étale la surface à peu près de la gencive à l'échelle un petit peu de l'organisme, si on déplie toute la gencive, on va être à peu près sur la surface de l'avant-bras qui est une plaie en permanence. Donc, vous voyez la taille de ce que ça peut représenter dans l'organisme, en permanence inflammée, qui va donc diffuser là derrière. Éventuellement, on peut avoir des passages de bactéries, mais c'est surtout des interleukines, différentes molécules en fait inflammatoires ou pro-inflammatoires qui vont être libérées dans l'organisme. Et c'est les mêmes qu'on va rencontrer par exemple au niveau cardiovasculaire, qu'on va rencontrer par exemple aussi qui vont déclencher des accouchements prématurés chez la femme enceinte et différentes conséquences sur des maladies liées à l'inflammation. Donc, cette inflammation buccale va stimuler ou va entraîner en fait une accélération d'autres pathologies inflammatoires au niveau de l'organisme. On va avoir une synergie délétère. Par exemple, chez un patient à risque cardiovasculaire, en cas de maladie parodontale, on multiplie entre 3 et 5 le risque d'infarctus, d'accident aigu. Donc, des pathologies vraiment importantes avec un fort lien. La bouche est vraiment au cœur de la santé, a des liens. On ne peut pas se dire en bonne santé si on n'a pas une bonne santé dentaire. Ça, c'est quelque chose qui est important vis-à-vis après des patients qu'on rencontre. Troisième pathologie que j'aborde très rapidement, c'est l'érosion qui est liée directement à l'acidité. Là, il n'y a pas besoin de bactéries pour transformer des glucides en acide. On a directement de l'acide qui arrive. On va avoir une pathologie, alors plus en nappe, en surface, en érosion. Ça va se rencontrer chez des patients consommant énormément de produits acides. Et les premiers, ce sont les agrumes notamment. Je pense au soda, mais en fait, le plus acide pour les dents sont les agrumes. Après, il y a les consommateurs de soda qui peuvent aussi intervenir. Donc, ça peut être sur des profils qui peuvent prendre assez soin de leur santé, mais ils ont un peu trop écouté ce qu'on leur disait sur les réseaux sociaux, de consommer du citron, de l'acide ou autre, en disant que c'était très bon pour blanchir les dents. Non, pas du tout. Ça décape les dents, ça peut aller jusqu'à la destruction. On récupère des patients qui ont les dents à ras de la gencive, liées simplement à une consommation trop régulière d'acide, presque permanente, en fait, tout au long de la journée. Donc ça, c'est une maladie qui devient beaucoup plus fréquente, qui est plus liée à des jeunes générations, qu'on rencontre plus chez 18-30 ans, en termes de profil. Donc ça, c'est quelque chose, effectivement, qui devient très courant. On considère que, après, à l'échelle de la population, aussi avec l'évolution sur la population adulte, on est à peu près sur 20%. Donc, c'est beaucoup de la population qui souffre plus ou moins à différents stades d'érosion. C'est des nouvelles stratégies aussi, notamment sur des produits d'hygiène. Alors, pour agir, pour prévenir ces pathologies, on a 4 piliers qui vont s'articuler autour de l'alimentation, parce que c'est un des facteurs importants, notamment pour les maladies carieuses, un peu moins sur les maladies parodontales, mais ça peut avoir un impact sur certains profils. On va avoir bien sûr l'hygiène pour désorganiser la plaque bactérienne. Le principal objectif, c'est pas d'éliminer les bactéries, on doit vivre avec des bactéries. L'objectif, c'est que plutôt elles soient sous une forme qui soit protectrice et pas agressive. Donc, on va désorganiser pour éviter l'association de malfaiteurs entre bactéries. On va avoir l'usage du fluor qui est très très intéressant et qui a changé la donne autour des maladies carieuses depuis son apparition en traitement et en prévention et en traitement même. Et puis, bien sûr, après, c'est le suivi professionnel vers un chirurgien dentiste tout au long de sa vie, d'être plutôt en anticipation plutôt que de venir une fois qu'on a des pathologies bien installées, parce que comme vous l'avez vu, on aura des séquelles, que ce soit une maladie carieuse, une maladie parodontale, toutes ces pathologies, même si on arrive à les stopper, à chaque fois, c'est une cicatrice, que ce soit une maladie bactérieuse, même si on répare, c'est une réparation sur laquelle souvent on aura à refaire. Le meilleur sens, c'est celui qu'on n'aura pas au niveau d'une maladie carieuse. Et pour les maladies parodontales, au niveau des maladies de gencives, toute perte osseuse, en fait, est irréversible. Donc, effectivement, plus on est dans la prévention, plus c'est favorable. On va revoir certains éléments de repère par rapport à ces données-là. Autour de la prévention, on va aller vers l'hygiène bucco-dentaire. Donc, l'hygiène bucco-dentaire, elle évolue en fonction de la vie, en fonction si on a une dentition de lait, d'adulte, et puis aussi avec les vieillissements, les transformations, les séquelles qu'on peut avoir en bouche. On va faire évoluer les protocoles. On va avoir aussi besoin de durée, on a besoin de certains temps de l'hygiène en termes de désorganisation de la plaque, mais aussi d'action des produits qu'on va utiliser autour des protocoles d'hygiène. Puis on va parler aussi des outils à proprement
à proprement parler d'hygiène. Alors, en termes de méthode, avant 6 ans, donc avant l'apparition des dents définitives, en termes de repères, on va introduire l'hygiène bucco-dentaire dès la première dent. Ça, c'est quelque chose qui est important. Alors, au départ, les premières dents, ça va être juste les incisives, ça va être un linge, une compresse, on va dire, humidifiée qu'on intègre dans la toilette de bébé dès l'apparition des premières dents pour pas tirer les dépôts. Et puis, dès qu'on a après un certain nombre de dents qui apparaissent au-delà des incisives, on va introduire la brosse à dents là-dessus, avec une technique très simple parce qu'on a une morphologie des dents de lait qui sont des dents en fait qui provoquent moins de rétention et puis une anatomie qui permet d'être très simple. On va mettre la brosse à dents à cheval sur le dessus, sur l'extérieur des dents et on va faire 10 allers-retours par secteur. En termes d'hygiène, c'est la responsabilité des parents au moins jusqu'à 6-7 ans, puisque la capacité pour avoir une hygiène correcte, il faut avoir la même que celle pour faire un lacet ou écrire par exemple en attaché, hein, en termes de dextérité de la main. Donc les enfants, on va les impliquer effectivement dans l'hygiène, notamment à partir de 3 ans, ils vont pouvoir commencer le brossage, mais la vraie qualité de brossage sera apportée par le parent. Un enfant n'est pas autonome. Souvent les parents laissent vraiment leur enfant très rapidement autonome. Non, un enfant à cet âge-là est pas autonome, comme il ne sait pas faire un lacet, qu'on ne va pas le laisser sortir seul dans la rue. On doit l'accompagner dans ses gestes d'hygiène. Gestes d'hygiène matin et soir, ça c'est important. Et dès que deux dents se touchent, il faut aussi aller nettoyer entre les dents, là où la brosse à dents ne peut pas passer. Alors ça, c'est très peu fait effectivement en France, hein, on insiste depuis pas mal d'années là-dessus. C'est l'introduction du fil dentaire, et notamment chez l'enfant pour le passer facilement, c'est l'utilisation d'un porte-fil qui va être très intéressant, hein. Donc, brosse à dents, fil pour désorganiser la plaque. On va reparler après un petit peu du dentifrice, mais on va déjà pour l'instant parler de technique. Et puis à partir de 7 ans, dès qu'on a une dent définitive en bouche, et tout au long de la vie, la technique qui va permettre d'avoir un bon brossage, notamment des dents définitives, c'est la technique brosse. Alors, il y a un ordre. Déjà, on ne brosse pas toutes les dents en même temps, c'est par le haut et le bas, on ne fait pas tout bien en un seul coup. Et on va avoir une technique de brossage qui veut nettoyer les gencives et les dents, pas que les dents. Ça, c'est quelque chose qui est important. La plupart des patients, ils brossent le bout des dents. Mais on veut vraiment, en fait, ce qui est le plus important, c'est la jonction dents-gencives, parce que c'est là, notamment sur les maladies parodontales, que tout va se passer. Donc, on nettoie les gencives et les dents, il n'y a pas de problème. Si ça saigne lors du brossage, c'est qu'il y avait des saletés et qu'il va falloir répéter plusieurs jours, effectivement, cette action de brossage sur les gencives. Et on aura de moins en moins d'inflammation et donc de saignement. Et puis derrière, quand il y a eu saignement, il faut quand même réadresser vers un chirurgien dentiste parce qu'il y aura sans doute besoin d'avoir un détartrage à minima. Donc, on met la brosse à dents sur la gencive, on fait un mouvement en rouleau de la gencive vers la dent et on va faire un petit tour pour ne pas oublier de dents. On va commencer d'un côté jusqu'à l'autre à l'extérieur, on passe à l'intérieur et le dessus des dents, c'est plus facile. Et même chose après en haut. Et pareil, bien sûr, sur le nettoyage interdentaire, sur une gencive saine, on va utiliser saine, on va dire une gencive qui n'a pas eu de dégradation, on va utiliser plutôt du fil dentaire, donc pour des espaces très fins. Ça passe partout, même les dents qui sont très serrées, il y a toujours une mobilité, comme je vous ai dit, le ligament permet une mobilité des dents, donc fil dentaire à utiliser là-dessus. On introduira des brossettes, j'en parlerai un petit peu après, quand on a des espaces larges, des espaces où éventuellement il y a une dégradation un petit peu de la gencive, qui sont élargies, où là, il va falloir pouvoir remplir tout l'espace interdentaire pour bien nettoyer. Voilà, les brossettes qui sont là. Brossettes interdentaires, donc, sur des espaces larges, par exemple, s'il y a des dents qui sont espacées, ou s'il y a une dégradation à la base de la dent, il y a un déchaussement, hein, notamment une maladie parodontale éventuellement. Et en fait, le premier traitement, notamment quand une maladie parodontale qu'on va mettre en place, c'est l'utilisation de brossettes. Donc, le nettoyage des brossettes, l'objectif, c'est une sorte de mini brosse à dents, de passer à l'intérieur des espaces interdentaires, des espaces, de faire un aller-retour pour désorganiser la plaque. Et en fait, quand on utilise fil ou brossette, on commence par ça avant le brossage. C'est la première étape. On va aller faire ce nettoyage interdentaire avant de passer la brosse à dents. Prévention et hygiène alimentaire, là, on va être effectivement, par rapport aux glucides, au sucre, on a une alimentation où, de manière générale, pour notre santé, il faudrait réduire la teneur en sucre. Donc ça, c'est important, ça a un impact sur la santé dentaire. Mais le plus gros impact pour la santé dentaire, c'est le rythme alimentaire. Si vous consommez le même nombre d'aliments, mais répartis tout au long de la journée ou en 4 prises alimentaires, vous n'aurez pas le même impact. Parce qu'en fait, à chaque prise alimentaire, on va avoir un pic d'acidité, et en fait, qui est à l'origine après une maladie carieuse. Il y a l'activation des bactéries. Donc, ce qu'on va rechercher, c'est que dans la journée, on soit plus
dans un état où on a un pH neutre en bouche autour des 7, éviter le maximum d'avoir des pics d'acidité tout au long de la journée pour avoir toute une phase où les dents sont au repos, dans une phase où il n'y a pas de risque de déminéralisation. Donc, 4 prises alimentaires par jour. Là-dessus, à partir du moment où on a des dents, ça va être effectivement le bon rythme alimentaire. C'est que si on répartit les aliments tout au long de la journée, on a en permanence une acidité en bouche et on est sûr que là, ça va mal se passer. On va avoir des caries à répétition. Si on garde ce rythme-là toute sa vie, effectivement, ça va mal se passer. Donc, alimentation, c'est le rythme, déjà le principal. Après, si on peut diminuer le nombre de sucre, la quantité de sucre, notamment les sucres cachés, ça, c'est important aussi de manière générale. Autour de la repère après du cabinet dentaire, là-dessus, la première visite, souvent la question, c'est quand? À partir du moment où en fait, on a une dent, on va dire, dans les 6 mois qui suivent l'apparition de la première dent. Alors, l'objectif, ça ne sera pas d'examiner la bouche spécialement à ce moment-là, c'est de pouvoir déjà s'attacher auprès d'un chirurgien dentiste pour initier le suivi, un contact, la connaissance du cabinet dentaire, et puis avoir aussi les bons conseils après pour son enfant et initier après un suivi régulier. Et donc le suivi, c'est au moins une fois par an. Après, sur certains profils patients, au cours de la vie, on va pouvoir adapter en ayant éventuellement un suivi renforcé s'il y a un risque carieux plus important, un risque professionnel, par exemple les métiers de la bouche comme les boulangers, pâtissiers, des choses comme ça, qui ont un risque alimentaire avec le goûtage beaucoup plus important et donc même sucré. On ne va pas être sur le même rythme. Voilà. Et puis, le dernier pilier que je vous disais au niveau de prévention, c'est l'usage du fluor, notamment vis-à-vis des maladies carieuses, qui est un élément en fait important. C'est à l'origine un sel minéral qu'on rencontre dans la nature, notamment en fait, on le rencontrait dans certaines autres boissons. C'est comme ça qu'on a identifié qu'il y avait un intérêt au niveau de la santé dentaire dans certaines régions en fait, où on avait une eau plus fluorée, où il y avait moins de caries. Donc, c'est quelque chose qui a été plus largement diffusé dans l'après-guerre avec aussi les évolutions, notamment de la pharmacie derrière, de pouvoir aussi manier en fait plus facilement à grande échelle pour produire des produits, on va dire, pour l'ensemble des populations. Et là, ce qui va être important dans le fluor, c'est son taux en termes d'efficacité. Et là, on a des recommandations françaises, notamment de la HAS, qui sont complètement has-been actuellement. On a revu ça là-dessus d'un point de vue scientifique il y a quelques années et on espère que ça sera peut-être réendossé par les autorités dans quelques mois, mais il y a un parcours qui est plus long là-dessus sur le réglementaire que sur les données scientifiques. En tout état de cause, en fait, pour avoir un dentifrice qui a une efficacité anticarieuse, il faut au moins 1000 ppm. Donc, 1000 ppm, c'est le dosage, c'est la norme, on va dire, dans la concentration particules par million, qui est obligatoire quand il y a un dentifrice fluoré. Donc, dentifrice fluoré, ça commence dès la première dent et tout au long de la vie. Ça, c'est quelque chose qui est important. 1000 ppm pour être efficace. Et donc, quand on est chez les tout petits, entre 6 mois et 2 ans, ce sont des enfants qui ne savent pas recracher, mais ce n'est pas grave. On va mettre juste une trace, l'équivalent d'un grain de riz, en fait, schématiquement, de fluor. On va brosser les surfaces. Il n'y a pas besoin de rincer parce que le fluor, pour qu'il agisse, il a besoin de temps. Il lui faut plus de temps que le brossage. Donc déjà, la durée de brossage, elle va être importante pour laisser ce contact, mais il va falloir même au-delà du brossage, laisser le contact. Donc normalement, le fluor, notamment après qu'on s'est recraché, on recrache, mais on ne rince pas les dents parce qu'on a besoin de laisser ce film. C'est comme une crème de beauté. Si vous mettez une crème là-dessus, vous allez les laisser, effectivement, vous ne la rincez pas tout de suite, vous la laissez agir. Donc le dentifrice, on va dire, c'est la crème des dents. Le fluor va avoir un mécanisme à plusieurs niveaux. Il va permettre en fait de rendre l'émail moins sensible à l'acidité. Face à un pH acide, en fait, l'émail va être moins sensible à la déminéralisation. Deuxième action, il va aussi réparer à l'état microscopique au départ s'il y a des cristaux d'hydroxyde apatite qui sont partis, il va pouvoir en fait reformer de la fluoroapatite au niveau de la dent qui va venir combler les porosités. Donc là-dessus, on a un effet de restauration, reminéralisation de la dent. Et on a aussi, après sur les types de fluor, aussi des fluors qui vont avoir des pôles qui vont permettre aussi de bloquer éventuellement l'activité bactérienne, notamment pour les maladies parodontales, mais aussi des maladies certaines bactéries cariogènes. Donc, 1000 ppm chez l'enfant, un grain de riz. À partir du moment où l'enfant s'est recraché, on va passer un petit poids. Donc, il s'est recraché vers 2-3 ans, l'enfant. On va passer un petit poids de dentifrice. D'ailleurs, vous avez sur des marques de brosses à dents, vous voyez des points qui sont colorés pour les brosses à dents enfants.
c'est effectivement pour guider le dosage pour les parents. Et puis, on va ensuite, là-dessus, après, changer de dosage de dentifrice à partir du moment où il y a une dent définitive. Donc, le repère, on va dire, c'est 6 ans. Voilà, généralement, c'est là où apparaissent les premières dents définitives. On va passer sur un dosage au moins 2000, mais plutôt 1450 ppm. 1450 ppm, en fait, c'est le dosage adulte. Et la plupart des dentifrices juniors qui sont à 1450 ppm, c'est surtout le goût qui change, mais on va être sur une formulation qui est identique à l'adulte. Donc, si les enfants n'aiment pas les goûts juniors, ils peuvent tout à fait, à partir de 6 ans, prendre un dentifrice adulte, il n'y a aucun souci. Donc là, on est sur un risque carieux standard, on va dire. Si par contre, on a un risque carieux élevé, où il y a des pathologies qui se développent très jeunes ou au cours de la vie, hein, on va pouvoir augmenter la quantité ou la concentration de fluor. Chez les jeunes enfants, en fait, on va augmenter la quantité de dentifrice, notamment entre 2 et 3 ans, s'il y a des pathologies carieuses qui se mettent en place. Alors là, c'est très précoce. Et ça arrive malheureusement, et souvent, ça va toucher toutes les dents. Donc là, il faut agir assez vite. On va augmenter, on va pas être sur la trace du grain de riz, mais le petit pois. Et puis, à partir de 3 à 6 ans, là, on va passer sur un dentifrice junior, en fait, hein, dans ce cas-là. Et puis, après, à partir de 10 ans, on va pouvoir utiliser les dentifrices à haute teneur en fluor, donc à 2500 ppm. Actuellement, maintenant, je pense qu'il n'y a plus qu'une seule marque qui commercialise, c'est le Fluocaril 250. Et puis, au-delà de ces ans, on peut utiliser même des très hautes concentrations de fluor sur certains profils patients. Et c'est là-dessus, par exemple, le Durafat, aussi, dentifrice Durafat, dans ce cas-là, que vous avez. On a des dentifrices même plus forts, à 13 000. En fait, à partir de 5 000, on considère que c'est le bon dosage entre 5 000 et 13 000. Il n'y a pas vraiment de différence après sur l'effet anticarie ou reminéralisation. Voilà des repères assez importants qui sont liés vraiment à l'efficacité, qui sont endossés par l'OMS. Hein, les chiffres que je vous donne, effectivement, je vous disais qu'on a refait, nous, un cadrage pour la France, mais qui sont liés à des données internationales qui sont portées partout, notamment réendossées par l'OMS. Il y a 2 ans, l'OMS a inscrit dans ses produits essentiels de santé le dentifrice au fluor à partir de 1000 ppm, notamment dès la première. Donc là, c'est certains éléments repères. Après, on va passer dans un autre chapitre. On peut peut-être éventuellement prendre déjà s'il y a quelques questions, parce que vous avez la possibilité via la chat de poser des questions. Si on veut prendre même des questions à l'oral déjà sur ces éléments, avant qu'on aborde après. On a oublié de vous dire à tous les participants que vous pouvez poser vos questions sur le chat, bien sûr. Je crois que vous êtes habitués maintenant au Zoom. Et n'hésitez pas, on les enregistrera et avec Marine, on les posera en fin de présentation au fur et à mesure, si tu veux, Benoît. S'il y en avait éventuellement déjà sur ces éléments, on peut peut-être je n'en y vois répondre. pas. On y répondra un peu plus tard. Je n'en vois pas pour l'instant. Non, pour le moment, il n'y en a pas dans la discussion. Donc là, on vous a donné de manière assez synthétique des éléments sur les origines, sur les moyens de prévention. Après, vous pourrez poser d'autres questions. On va aborder un petit peu plus des interactions, des cas cliniques, cas comptoirs, on va dire, un petit peu sur différents aspects. Donc, comme tu l'évoquais tout à l'heure, on a effectivement un dispositif de prévention assez large, assez connu, qui est le dispositif MT-Dent, qu'on avait inspiré maintenant il y a longtemps, c'est en 2007 le lancement d'MT-Dent, qui était un dispositif de prévention qui concernait en fait un accès notamment pris en charge directement par l'assurance maladie en cabinet dentaire, mais aussi en dehors du cabinet dentaire, des campagnes à la télé, des campagnes aussi en milieu scolaire de sensibilisation avec notamment nos confrères qui passent sur certains territoires. Et puis même maintenant, sur certains territoires où on a un faible recours au cabinet dentaire, il y a des dépistages même dans les écoles pour réorienter vers une prise en charge qui est importante parce que derrière, c'est bon, c'est une consultation effectivement qui est prise en charge directement par l'assurance maladie, mais tous les soins consécutifs aussi sont pris en charge par l'assurance maladie, sans intervention de la mutuelle, et donc en tiers payant intégral. Donc, c'est un dispositif d'accès assez majeur pour toutes les familles, quelle que soit leur situation. C'est un dispositif qui a bien fonctionné, puisque avant la mise en place, l'âge de repère qui était à l'époque, on rentrait dans le dispositif MT-Dent à partir de 6 ans jusqu'à 15 ans, puis après ça s'est étendu, on a maintenant introduit les 3 ans il y a quelques années, puis on va jusqu'à 24 ans. Et les 6 ans, on était avant l'entrée du système, moins d'un enfant
sur 3 avaient été voir un chirurgien dentiste à l'âge de 6 ans. Actuellement, on est plutôt dans les 60, un peu plus de 70% en fait, d'enfants, hein, donc on a plus que doublé le recours au cabinet dentaire, donc c'est un dispositif qui est intéressant. Mais on souhaite bien sûr les voir plus tôt, les enfants, parce que avant les dents définitives, 6 ans, vous savez, c'est l'apparition des dents définitives, on peut avoir des caries et on doit pouvoir les prendre en charge. Donc, nous, on aimerait 1 an, mais actuellement, le dispositif MT-Dent, c'est 3 ans, mais c'est déjà pas mal, pour les faire entrer dans un dispositif et un suivi régulier tous les 3 ans qui est proposé dans l'assurance maladie. Il va y avoir des évolutions. On a signé une nouvelle convention avec l'assurance maladie, hein, cet été, et il y a une nouvelle ambition des partenaires conventionnels. On va capitaliser sur le dispositif MT-Dent, mais il y a l'ambition, on va dire, qui est le nom de code, c'est Génération sans carie, où en fait le suivi va être renforcé. Ça sera plus tous les 3 ans, c'est que chaque année, il y a une invitation pour cet examen bucco-dentaire, qui est un temps de prévention, de diagnostic bien sûr, mais aussi d'éducation, de prévention. Et au fur et à mesure des âges, il y a des comportements qui doivent évoluer, qui doivent être suivis. Et donc ça, c'est vraiment important. Donc cette visite MT-Dent, un temps de prévention, c'est pas un temps de soins, sauf urgence, bien sûr, mais c'est vraiment un temps descriptif, hein, avec l'assurance maladie, qui est un temps d'éducation, d'évaluation des facteurs de risque, de réévaluation, parce qu'à cet âge-là, il y a des choses qui changent assez vite. Donc, on intervient de manière assez large jusqu'à 24 ans. On a les jeunes, effectivement, souvent qui sont dans une autonomie. Et on a vu qu'il y avait une nécessité de continuer à avoir ce dispositif à l'âge adulte, parce que c'est une période souvent où il y a des ruptures de parcours santé, accès à la prévention notamment, qui se font. Donc, dispositif assez large, hein, pour l'ensemble des populations. Vous avez peut-être aussi de temps en temps des documents qui vous sont remis par l'assurance maladie là-dessus. On va voir un petit peu quelques éléments autour des pathologies bucco-dentaires, alors des tout petits, jusqu'éventuellement à la maintenance des prothèses amovibles chez nos patients. Donc, l'arrivée des dents, souvent la première dent se situe entre 6 et 8 mois, hein, il va évoluer à peu près, ça peut évoluer jusqu'à l'âge de 3 ans à peu près, hein, au maximum, souvent. On a une grande variabilité, hein, dans l'apparition des dents, donc faut pas non plus que les parents s'inquiètent si, par exemple, à 9-10 mois, il n'y a pas encore eu de dents. Là-dessus, on a des variabilités qui se font. Souvent aussi, c'est lié à une diversification de l'alimentation qui peut-être est un petit peu lente, parce que la stimulation de la bouche est très importante. Donc, stimulation par l'alimentation et par l'hygiène aussi, hein. L'accès à la bouche, c'est un élément très clé dans cet âge-là. Et souvent, notamment, on a des patients, des jeunes patients qui ont des troubles d'alimentation ou autres, c'est parce que souvent l'oralité s'est mal passée dans cet âge assez jeune, autour des 1 an. Donc, sur ces évolutions, on va voir les incisives au départ, on va voir après les molaires de lait qui arrivent, et puis ensuite les canines qui vont arriver, qui vont combler l'espace. Donc, dans cette phase-là, bon, bah, ça, après, je pense qu'il y a beaucoup de parents qui vous consultent là-dessus. Effectivement, c'est des périodes où on va avoir des pleurs, on peut avoir une augmentation de la salivation, une rougeur au niveau des joues, des fessiers, des phases de fièvre. Alors là, toujours aussi, il faut se méfier parce que de temps en temps, on peut mettre trop facilement sur les dents l'origine des fièvres, hein, donc à suivre. C'est pas quelque chose qui doit être trop important au niveau de la fièvre. Et puis, bah, effectivement, c'est une phase qui peut être douloureuse pour l'enfant. Alors, il y avait un mythe, hein, que l'enfant en fait ressentait peu la douleur s'il y a une phase douloureuse, tout simplement parce qu'il y a une inflammation, donc la gencive se rétracte et laisse passer les dents, hein, et cette inflammation peut être douloureuse, donc le paracétamol peut être requis dans cette phase-là, au-delà de la fièvre, plutôt qu'un antalgique là-dessus, sur des phases où le PD effectivement peut être agité. En termes de conseils, en fait, il y a les anneaux de dentition qui sont intéressants, notamment il y en a qui se réfrigèrent là-dessus, sur lequel le bébé va pouvoir effectivement mordiller, et en fait, ça va améliorer la rétractation gingivale, diminuer l'inflammation. Il y a bien sûr les baumes que vous connaissez là-dessus, premières dents, hein, qui sont très intéressants plutôt. Et puis, l'antalgique, paracétamol, qui peut être conseillé, bien sûr, en faisant attention s'il y a de la fièvre là-dessus, que ce ne soit pas aussi une autre origine à éliminer. Il faut faire attention aussi dans l'usage après qu'il peut y avoir dans cette période-là de miel, de tout ce qui est donné un sucre pour bébé mordi haute. Ça va rien faire en termes de douleur haute. Par contre, c'est une présence de sucre. Et dans ces âges-là, en fait, il ne doit surtout pas y avoir de sucre ajouté qui soit donné à l'enfant au niveau de l'alimentation.
Et puis, on peut avoir sur certains profils après, qu'on a déjà quelques dents qui sont en place aussi, des caries qui se mettent en place très jeunes. On a des enfants qui vont avoir des caries parce que il y a une flore bactérienne qui a été transmise, qui est déjà sur des parents éventuellement avec une santé dentaire délabrée, donc une flore très active, qui peut être transmise très tôt à l'enfant. Et si effectivement on donne des glucides, ça peut très mal se passer. Et on va avoir sur les tout petits déjà une dentition qui a du mal même à sortir. On a vu des parents qui disaient mais les dents ne poussent pas. Si elles poussaient, mais en fait elles étaient tout de suite carriées parce qu'on mettait du miel dessus. Hein. Alors, on en mettait effectivement parce que c'était bon, il paraît, pour la douleur. Hein. Non, pas du tout. Et puis, au contraire, ça entraînait même des douleurs puisqu'on avait après la pulpe qui était à vif de ces douleurs. Au niveau de la gingivite, donc je vous en ai parlé tout à l'heure, c'est un mécanisme superficiel réversible qu'on va rencontrer plutôt chez des profils de jeunes, hein, mais aussi chez des adultes de temps en temps, s'il y a une difficulté d'hygiène qui arrive. Donc, la gencive va gonfler là-dessus, surtout sur le bord en fait des dents. On voit qu'il y a une différence de teinte entre la partie du rebord de la dent qui est très rouge et le reste qui est plus rose là-dessus. Donc la couleur est importante. Une gencive n'est jamais rouge. Rouge, ça veut dire inflammation, hein, comme sur la peau. Donc là-dessus, c'est un signe à regarder. Quand on est à ce stade-là, c'est réversible. Là, il y a un défaut d'hygiène, tout simplement. Donc, il faut éventuellement donner une brosse à dents plus souple. Il faut, dans ce cas-là, éventuellement aussi utiliser un bain de bouche anti-plaque à ce moment-là. Et puis, là, sous ça, là, dès qu'on va rétablir le brossage, en fait, ça va diminuer. On va avoir souvent du tartre apparaître aussi qui peut être en dessous, derrière. Il faut savoir que là, la première étape, c'est de rétablir l'hygiène plutôt que de faire un détartrage tout de suite. Parce que là, on ne pourra pas faire un détartrage de qualité. On a une partie du tartre qui n'est pas accessible, en fait, parce que les gencives vont trop gonfler. Donc, c'est réversible. Hein, d'autres exemples. C'est le même patient, là. Hein. Donc, il y a eu restauration d'une bonne hygiène. Et derrière, on a fait un détartrage, mais c'était essentiellement quand même un problème de plaque. Donc, au niveau de l'utilisation derrière tout ça, hein, c'est contrôle de plaque, brosse à dents. Alors, dans la qualité de la brosse à dents, c'est l'utilisation de brosse à dents souple de toute façon tout le temps. On ne doit jamais prendre autre chose qu'une brosse à dents souple. Et là, très souple éventuellement, on peut passer sur du 15 centièmes. Donc, la brosse à dents souple, on est sur du 20 centièmes, 15 centièmes éventuellement au départ. Si on a une inflammation comme ça peut être un petit peu sensible. Donc, pour faciliter la reprise de l'hygiène, on peut être sur une brosse à dents très souple. Ça peut être aussi après de pouvoir mieux identifier les dépôts où se dépose la plaque bactérienne. Donc, vous avez les révélateurs de plaques qui existent, qui permettent de pouvoir bien identifier des zones éventuellement où on a mal brossé. Alors, révélateur de plaques, en fait, l'objectif, c'est on l'utilise, ça peut être sous forme de comprimé ou liquide. Ça va colorer toute la plaque bactérienne, on se brosse les dents et on regarde après où il reste des colorations. On a parlé bien sûr aussi de l'hygiène interdentaire qui va être importante là-dessus, parce que souvent l'inflammation va commencer sur les espaces interdentaires. Fil ou brossette en fonction de la situation à recommander en termes d'usage. La parodontite, donc, on a vu que c'était une évolution d'une gingivite qui a duré pendant des mois, des années et qui atteint les tissus osseux. Donc là, par exemple, on a un cas d'une parodontite. Alors, c'est pas très rouge comme ça. Mais on a des déplacements de dents. Au départ, la dent n'avait pas d'espace. Comme il y a une perte osseuse en fait en dessous, en fait, les mouvements des dents avec la pression de la langue fait que les dents s'écartent. On a effectivement une mobilité qui se produit parce que l'os ne tient pas assez. Et dessous, en fait, quand on sonde, on a une profondeur de poche assez importante. C'est-à-dire, on peut rentrer entre la gencive et la dent, et on a des zones qui étaient assez profondes. Chez ce patient, en fait, on avait aussi un tabagisme qui fait qu'on avait peu de saignements, en fait, parce que le tabac diminuant la circulation sanguine, on avait un effet qui faisait que il y avait un effet masquant. Un patient fumeur, on va avoir moins d'effet de saignement qui est un signal d'alerte là-dessus. Si on zoome un petit peu, on voit qu'en fait, il y a du tartre, puis en fait, le tartre, il descend tout au long de la gencive. On voit que notamment, une coloration un petit peu noire, c'est simplement le tartre en dessous de la gencive qui a une couleur noire là, qui s'insinue et qu'on voit par transparence.
Mais c'est ça sur pas mal des dents, en fait. On voit plus ou moins en fonction de l'épaisseur de la gencive. On voit là aussi du noir, c'est le tartre qu'on voit par transparence. Il y a une perte à peu près d'1 centimètre, hein, ce qui est très important sous la gencive. Donc là, il n'y a pas juste l'hygiène effectivement à rétablir, ça sera une partie importante, mais il va falloir que le chirurgien dentiste puisse intervenir pour aller faire un détartrage sous-gingival qui se fait sous anesthésie. Ça a différents thèmes, surfaçage, débridement gingival. Alors, ces soins-là, normalement, ne sont pas pris en charge par l'assurance maladie. Certaines mutuelles les prennent en charge. Alors, quand on arrive là, on a laissé passer des étapes de gingivite pendant un moment. Il y a maintenant, par contre, des profils de patients que c'est pris en charge par l'assurance maladie. Depuis quelques années, c'est le patient diabétique qui a une prise en charge éventuellement de ces actes de surfaçage. Et l'année prochaine vont rentrer d'autres ALD, les maladies cardiovasculaires, les patients immunodéprimés, des patients, j'ai un trou de mémoire, ça me reviendra. Au niveau articulaire, en fait, des inflammations articulaires, j'ai le terme médical que j'ai mangé ce soir. Voilà, il y a différents profils qui arriveront. Il y aura des communications qui vont arriver aussi vers tous les professionnels de santé pour appeler la possibilité d'accéder pour les patients à ces dispositifs de prise en charge en droit commun par l'assurance maladie dans le cadre de leur ALD. Donc derrière, dans la parodontite, on va avoir des dents qui bougent, des dents qui se déplacent. Il peut y avoir des phases d'abcès au fur et à mesure d'évolution de la maladie de manière assez récurrente. Ça, c'est pas des situations normales. Tout ça, on a effectivement un patient qui est en danger pour ses dents, mais aussi pour sa santé générale. Donc ça, je vous ai évoqué là-dessus, c'est l'hygiène, mais ça va être aussi des actes qui sont à faire. L'abcès dentaire, c'est des patients qui peuvent vous consulter pour ça, pour avoir un avis, éventuellement une solution. L'abcès dentaire, on va avoir deux origines. Comme on a pu le voir tout à l'heure, on va avoir des abcès qui sont liés à des caries en profondeur, et on va avoir un abcès au niveau de l'os. Et on va avoir des abcès liés aux maladies des gencives, les parodontites. Ces abcès sont pas à négliger parce que derrière, ça veut dire que ça dépasse le cadre de la dent, ça peut envahir les tissus de la face et même passer au niveau systémique avec des cellulites. On peut avoir même un enjeu vital derrière. Donc, ce sont des situations à prendre en charge de manière rapide. Selon la situation, il peut y avoir un acte. Là, ici, on a un abcès qui est bien collecté. La première des choses, c'est de pouvoir drainer en fait cet abcès pour évacuer le pus, le mettre en place sur la situation après un traitement adapté. Ça peut par exemple être l'extraction de la dent en urgence. Ça peut être éventuellement un traitement antibiotique et décaler l'acte qui a à faire en fonction du contexte. Donc, le recours, ça va être un chirurgien dentiste ou un médecin déjà pour éventuellement déjà une première prescription ou un drainage. Et ensuite, après, faire les actes qui peuvent être nécessaires. On peut avoir aussi des cas où ça apparaît, par exemple, pour l'évolution des dents de sagesse. C'est des évolutions qui sont très lentes, où on peut avoir une situation qui provoque aussi des abcès. Vous allez avoir un autre profil de patients, je pense, qui vous consultent assez souvent et aussi qui sont des patients qui souffrent de douleurs dentaires, mais qui ne sont pas d'origine carieuse. Alors, il faut toujours faire attention, que ça ne cache pas quand même une carie, et même à la longue aussi, ça peut de temps en temps générer des caries. C'est de l'hypersensibilité dentinaire qui y a une rétractation de la gencive pour différentes origines. Ça peut être une maladie parodontale ou un brossage agressif qui a fait que la gencive s'est rétractée et puis la surface dentaire qui est exposée en dessous de l'émail, parce que l'émail, c'est juste sa partie visible. On a la dentine qui apparaît. Excusez-moi, mon curseur ne se déclenchait pas. Donc, on a l'émail qui est en surface ici, qui s'arrête là. La gencive est rétractée. Par exemple, un brossage trop violent a fait que la gencive s'est rétractée. Et on va avoir ces petites porosités qui sont exposées, qui peuvent effectivement être sensibles au froid ou éventuellement au poil de la brosse à dents ou même au toucher avec l'ongle. Il y a certains patients qui décrivent très bien. Donc ça, on s'oriente plus directement sur une sensibilité dentinaire avant examen. Mais ça peut aussi, à la longue, c'est des zones qui peuvent être difficiles au brossage, on peut les éviter, puis à terme avoir une carie aussi de ces zones-là, parce qu'on n'aura pas le bon nettoyage. Donc c'est quelque chose qui est à prendre en compte dans la demande. Il y a là-dessus une très forte demande. On voit notamment les niveaux de vente de ces dentifrices-là, c'est derrière, il y a une vraie demande. Et puis, on va avoir aussi sur des racines qui sont exposées comme ça, souvent une combinaison avec, je vous parlais de l'érosion, des patients aussi qui consomment beaucoup d'acide. Et donc, en fait, ça va ouvrir toutes ces porosités, ça va accentuer le phénomène. Donc,
Voilà différents exemples. Alors là, on a une rétractation de la gencive. Ici, en fait, on a un brossage très violent associé à de l'acide. Donc là, on cumule touche chez ce patient-là. Là, ici, c'est juste l'acidité qui a érodé. Alors là, on n'a pas de récession, mais en fait, il y a l'émail qui a disparu, il y a l'antine apparaît, donc on a une sensibilité. Donc derrière, c'est les brossages, comme je vous disais, c'est éventuellement des maladies parodontales, ça peut être l'acide qui détruit l'émail, notamment les comprimés en vitamine C. On a des patients qui peuvent être accros à croquer leur vitamine C tous les jours. Le problème, c'est de l'acide, hein, acide ascorbique. Et donc, la vitamine C, en fait, en comprimé à croquer, c'est pas du tout le bon format si on le prend régulièrement pour ses dents. Il vaut mieux avoir quelque chose à avaler pour limiter le contact en bouche. Là-dessus, les principaux symptômes sont souvent le froid. Certains patients, ça peut aussi réagir de temps en temps au chaud, c'est un peu plus rare. Au sucre, là-dessus, et au brossage. Donc, la première des choses, c'est bien sûr d'avoir une brosse à dents souple. Il faut avoir une technique de brossage aussi qui soit pas agressive. Donc, pas de brossage horizontaux chez les adultes, uniquement le brossage de la gencive vers la dent. De recommander des dentifrices sensibilité qui vont avoir en fait du fluor et des agents désensibilisants qui vont pouvoir améliorer tout de suite la sensation pour le patient. Il faut par contre maintenir l'usage de ce dentifrice sur des périodes au moins d'un tube en continu pour avoir un effet sur la durée. Il faut bien sûr corriger les facteurs initiaux de risque. Et puis, il y a souvent ces dentifrices sont associés à des bains de bouche sensibilité qui ont un vrai intérêt, en fait, dans l'usage. Alors, je vous disais qu'on ne rinçait pas le dentifrice, hein, c'est la même chose, on ne rince pas. Et là, dans ces bains de bouche, on va pouvoir faire un rinçage dans un sort, mais ils vont apporter des éléments qui sont identiques au dentifrice et qui améliorent, en fait, le résultat pour le patient. On a les problèmes de consultation aussi des patients d'halitose, hein, ils expriment mauvaise haleine là-dessus. Le terme médical, c'est halitose. 80% des cas, en fait, il y a une origine dentaire. On peut avoir aussi des problèmes digestifs, mais c'est essentiellement des problèmes d'origine dentaire liés en fait à des bactéries qui vont composer des produits sulfurés. Hein, c'est des bactéries buccales qui vont intervenir. Ça peut être des caries, ça peut être des maladies parodontales. En fait, on va avoir des familles de bactéries qui vont produire des composés sulfurés volatiles. Des patients aussi avec éventuellement une sécheresse buccale, qui peut être induite par exemple par aussi des effets secondaires de médicaments ou avec l'âge. Et puis une alimentation qui est très riche en protéines, hein, des patients qui ont des régimes hyperprotéinés qui vont favoriser un développement bactérien un petit peu plus spécifique, qui vont avoir des bactéries qui composent ça. Et puis on le rencontre aussi chez les patients fumeurs aussi, on va avoir une flore bactérienne un petit peu différente. La première des choses, c'est que s'il y a des bactéries, donc on réinsiste sur l'hygiène bucco-dentaire, le brossage, mais surtout le nettoyage des espaces interdentaires. Sur certains patients, éventuellement, si une langue est chargée, c'est aussi le nettoyage de la langue. Alors, le nettoyage de la langue, on le fait que si la langue est chargée. Chez un patient qui a une langue saine, on ne fait pas de nettoyage de la langue parce qu'on sait très bien que cette action mécanique, en fait, est néfaste à long terme sur la langue. On peut même avoir des risques de cancérisation mécanique. Donc, ça, c'est important. Le nettoyage de la langue est indiqué que quand il y a une langue qui est très chargée, colorée, en fait, avec un enduit, de manière temporaire, le temps qu'on rétablisse une hygiène buccale globale. Mais pas tous les jours. Il ne faut pas en faire trop. C'est un juste équilibre. Vous avez des bains de bouche spécifiques. Hein, vous avez des familles, notamment, qui ont des neutralisants là-dessus, qui vont améliorer aussi le côté social pour les patients, pour le traitement. Vous avez notamment vous avez la gamme CB12, par exemple, là, qui a ces neutralisants, plus spécifiquement, qui est dédié au problème d'halitose. Et puis derrière aussi, sur certains patients, il faut avoir une bouche qui soit bien humidifiée là-dessus, parce que en fait, sécheresse buccale va sélectionner des bactéries anaérobies là-dessus qui favorisent en fait aussi les composés volatiles sulfureux. Les aftes. Les aftes, c'est une pathologie là-dessus qui est assez facilement identifiable. Il y a un halo, il y a un aspect de beurre frais au départ. C'est vraiment bien délimité. C'est quelque chose qui est sur les muqueuses, beaucoup sur les lèvres, sur éventuellement la gencive, et surtout qui va évoluer très rapidement. Donc l'étiologie, on ne la connaît pas des aftes, malheureusement. On sait qu'il y a des facteurs prédisposants autour de l'alimentation,
noisettes, noix, quoi, les fruits secs, les gruyères, notamment tous les fromages à croûte là-dessus. Et puis aussi certains fruits comme l'ananas, la tomate, le melon, on peut un peu plus favoriser. Dans des patients qui ont des affres régulièrement, déjà, on va avoir cette éviction alimentaire. Il y a un état sans doute immunitaire, de fatigue, de stress derrière. Voire certaines carences, notamment s'il y a des affres multiples, on peut rechercher peut-être une carence en acide folique. Et puis aussi, il peut y avoir un aspect mécanique de blessure, mais qui peut se faire avec des prothèses, par exemple, ou même avec du tartre qui peut avoir une agression mécanique qui peut stimuler un petit peu plus. Alors là, c'est quelque chose de très bénin. Il y a une cicatrisation qui est spontanée. En fait, l'aft, au départ, c'est une bulle qui éclate, typiquement, donc il y a une érosion. Et ça doit se cicatriser entre 5 à 7 jours. Si ça ne cicatrise pas entre 5 à 7 jours, c'est pas un aft, c'est autre chose. Généralement, c'est pas du tout cet aspect de jaune un petit peu beurre frais qu'on peut avoir. Là-dessus, pendant ces 5 à 7 jours, ça peut être assez douloureux, ça peut même être assez invalidant au niveau de l'alimentation. Donc, il faut pouvoir protéger la zone et stimuler la cicatrisation. Vous avez des gels dentalgiques si vraiment c'est douloureux. Et des produits qui sont très intéressants, c'est les gels à acide hyaluronique qui, c'est vrai, là-dessus, vont protéger, qui stimulent pas mal le renouvellement cellulaire. Ce sont des gels qu'on aime beaucoup au niveau gingival depuis que ça existe. Alors, autre profil, c'est éventuellement des patients qui se plaignent de sécheresse buccale. L'origine, malheureusement, avec l'âge, on a des glandes salivaires qui produisent moins de salive, notamment au repos, parce qu'on a deux types de salive. On a la salive au repos, la salive stimulée, notamment quand on mâche. Donc, au repos, on va avoir moins de salivation. Ça peut être l'âge, voilà, c'est quelque chose qui est un petit peu inévitable. Ça peut être aussi lié à des effets secondaires de certains médicaments, notamment les neuroleptiques, qui vont diminuer la salivation. Et on peut avoir aussi des patients qui sont en surdosage, et donc là, on va avoir une sécheresse très forte. Ça peut être lié à des maladies systémiques comme le syndrome de Goujon-Sjogren, et puis aussi des séquelles. Il y a une radiothérapie de la face qui ont atteint les glandes salivaires. Et donc, en fait, ces glandes ont été, dans un sens, stérilisées. Et il y a très peu de récupération après. Derrière, on a des symptômes de sensation de brûlure, de langue qui peuvent être dépigmentées, de muqueuses éventuellement très rouges, vernissées, brillantes. Ça peut être très compliqué pour l'alimentation, très douloureux pour les patients. Donc, il faut favoriser déjà l'hydratation. Notamment, les sprays d'eau sont très intéressants parce qu'on dit souvent qu'il faut humidifier, mais c'est pas de boire de l'eau, c'est surtout d'humidifier par de petites quantités la bouche pour qu'elle reste en fait hydratée, que les muqueuses ne collent pas. Vous avez après des sprays buccaux plus spécialisés qui existent, que vous avez dans vos officines, qui vont permettre aussi d'avoir des agents hydratants, des agents qui conservent l'humidité de surface. Et puis, il y a aussi même des gels de salive artificielle. Dans certains cas aussi, après, il y a des traitements médicamenteux pour essayer de stimuler ce qui peut rester de glandes salivaires actives selon les cas, qui sont là des prescriptions médicales. C'est quelque chose qui, effectivement, peut être assez invalidant. Derrière, il faut toujours, après, orienter quand même sur un bilan gluconémia que ça ne cache pas autre chose aussi, notamment une mycose en bouche. Hop, ça, c'est super. On passe sur un autre thème. Il y a plein de cas qui vous avez été sélectionnés là-dessus. C'est éventuellement un patient qui vient, en fait, qui a une douleur derrière. Alors, comment identifier un petit peu les origines par rapport à ce qu'on a vu sur les pathologies? Sensibilité au froid, on va avoir différentes possibilités. Ça peut être éventuellement une usure dentaire, une exposition liée à un déchaussement. Ça peut être éventuellement aussi une fracture, une carie qui est présente. Le conseil, c'est effectivement là-dessus pour orienter après sur un vrai diagnostic vers un chirurgien dentiste. On peut utiliser déjà pour tout ce qui va être usure dans des chaussées, donc les produits de dentifrice désensibilisants derrière. Et puis après, il y aura des traitements que pourront faire le dentiste. Notamment chez les patients qui ont des déchaussements, qui, malgré les médicaments, enfin, les dentifrices désensibilisants, les bains-bouches, gardent toujours des sensibilités. On peut mettre des résines en surface pour réisoler la dent. Et puis, quand il y a une douleur à la pression, là-dessus, généralement, c'est signe d'un problème infectieux, de fracture de la dent. Donc là, on est plutôt sur une situation d'urgence. Quand vous avez, là, on est douleur à la pression ou douleur continue.
hein, là-dessus. Et si on a une douleur qui est pulsatile, qui donne des à-coups comme si ça suivait les battements du cœur, là, c'est la pulpe qui est atteinte. Là, le seul traitement, pas prendre des altalgiques en attendant éventuellement de consulter le dentiste, ça va être d'ouvrir la dent, de pouvoir en fait décompresser le nerf pour soulager le patient. On a beaucoup de demandes aussi sur les blanchiments, éclaircissements des dents, on va dire. Déjà, un petit peu, quelles sont les raisons de décoloration des dents? On va avoir des raisons externes et des raisons internes. Les raisons externes, c'est souvent en fait des dépôts qui se déposent sur les dents, liés au tabac, café, thé, tanin des vins rouges. Là-dessus, et ben, on a un brossage qui est imparfait, qui laisse en fait s'agglutiner ces dépôts et qui vont laisser un voile, on va dire, sur les ternes sur les dents. Bah, la première des choses, c'est éventuellement de voir si la technique de brossage est suffisante. Et puis, bah, s'il y a ces dépôts, le seul moyen après de les retirer, une fois que c'est installé, ça va être le chirurgien dentiste. On va faire un détartrage, un aéropolissage, éventuellement pour retirer toutes ces colorations de surface. Et là-dessus, on va pas avoir trop de séquelles après des dents quand on nettoie, à part éventuellement si on a des dents où l'émail a été abîmé, qui laisse apparaître la dentine, on va avoir ces colorants qui pénètrent dans la dentine et là, ils resteront effectivement dans la dent. Comment après en solution externe, si on veut changer la teinte d'une dent, éventuellement, on peut avoir des patients qui ont des profils de teinte assez jaune, hein. On va utiliser des produits qui sont des produits qui vont casser les pigments de la dent. Et en fait, les pigments qui sont dans l'émail, dans la superficie de la dentine, et les grands dérivés qu'on va utiliser, c'est en fait du peroxyde de carbamide, du peroxyde d'hydrogène directement, qui sont utilisés dans des gels sur différentes formes, concentrations. Ça existe en vente libre. Ces gels en vente libre, en fait, ont un dosage assez faible qui est autorisé. Et les gels qui peuvent être donnés en cabinet dentaire ont des taux en fait, de peroxyde d'hydrogène équivalents à 6%, tandis que ceux qui sont en vente libre, on est plutôt dans les 0,1%. Donc, vous voyez, le dosage n'est pas du tout le même en termes de proportion. On a des colorations aussi de la dent. Naturellement, avec le temps, on a des dents qui vont foncer avec l'âge. Là-dessus, c'est lié à un épaississement de la dentine à l'intérieur. En fait, la pulpe a tendance à se rétracter, à avoir un épaississement de la dentine qui donne une coloration plus jaune de la dent avec l'âge. Donc, dans le temps, c'est normal d'avoir une teinte de dent qui évolue, effectivement. Après, on peut avoir des dents de manière ponctuelle qui sont très foncées. On a une dent, par exemple, qui est très foncée. Souvent, là-dessus, c'est lié à un choc, un traumatisme qui a pu y avoir lieu peut-être 10-15 ans avant, qui a fait que des vaisseaux ont éclaté et qu'on a des particules, en fait, les globules rouges qui ont pénétré en fait la dentine et là, c'est réversible. Sauf dans ce cas-là, c'est souvent des dents qui ont été dévitalisées après quand il y avait une atteinte du nerf. Et dans ce cas-là, on peut éventuellement réintervenir en retirant une partie des matériaux qu'on a mis dans la dent. On met du peroxyde d'hydrogène pour casser les pigments et essayer en fait de supprimer ces colorations. Puis on a aussi des séquelles d'antibiotiques, hein, les cyclines notamment, qui, s'ils sont utilisés à une période où la dent est en formation, vont créer des bandes jaunes. Donc là, c'est sur toutes les dents. Et là, c'est quelque chose qui est réversible. Alors, on peut essayer en rééclaircissant, effectivement, d'atténuer les choses, mais comme on va rééclaircir l'ensemble de la dent, on aura quand même toujours un effet, un petit peu de bande qui persistera. Donc, bon, maintenant, c'est quelque chose qu'on rencontre moins parce qu'effectivement, c'est connu. Donc, les médecins, notamment là-dessus, sur les âges clés, ne prescrivent plus ces cyclines-là. Accident d'évolution de la dent de sagesse. On va être sur des profils d'adultes, hein, autour des 18 ans en général. À partir de 18 ans, ça peut être plus tard, ça peut être à 25, 30 ans. Les dents de sagesse, il peut y avoir différentes choses qui se passent. Là, typiquement, on a une dent, je vais essayer de mettre mon pointeur, ici, qui, en fait, est bloquée, elle ne pourra pas sortir, mais elle est en partie exposée, en fait, dans la bouche, donc il y a des bactéries qui peuvent passer, et dans ce cas-là, il peut y avoir un phénomène infectieux qui se développe sur cette dent-là, par exemple. Ou tout simplement, on a des dents qui sont en cours d'éruption, c'est des dents qui ont une éruption qui, de temps en temps, peut évoluer sur plusieurs années. Et bien, tout simplement, au cours de l'éruption, on va avoir des débris alimentaires qui s'accumulent et puis au niveau de la gencive et qui peuvent donner des abcès.
là-dessus, ça peut être juste un accident, ce qu'on appelle d'évolution de dents de sagesse. Donc, c'est temporaire, ça ne nécessite pas l'extraction des dents de sagesse, sauf si par contre, ça se répétait éventuellement au cours d'évolution, on aura besoin d'extraire les dents de sagesse. On n'extrait pas du tout systématiquement les dents de sagesse, de moins en moins, parce qu'on vous disait que ça faisait bouger les dents de devant en haut, pas du tout. Les dents de devant, si elles évoluent, c'est souvent autre chose qui les fait évoluer, c'est pas les dents de sagesse. On les extrait parce que là, on va avoir un phénomène infectieux chronique qui va évoluer, qui sera persistant. Donc, par exemple, là, on sera obligé de l'extraire. Si elle était complètement dans l'os, par contre, on ne la touche pas. Si une dent est bloquée complètement dans l'os, on n'a pas à aller la chercher. On n'aura plus d'inconvénients à aller la chercher, éventuellement de séquelles ou de risques dans ce cas. On a ensuite, oui, voilà, ça c'est une image, je vais passer. Donc, par rapport à ces évolutions de dents de sagesse, quelle est la conduite à tenir? Donc, sur des profils, souvent notamment autour des 18-20 ans, tout au fond, dernière dent, ou même où il n'y a pas de dent, où c'est la gencive qui est un peu douloureuse. Bah, là-dessus, en première intention, c'est déjà l'utilisation d'un bain de bouche de chlorhexidine, d'un antalgique. Après, sur prescription, un chirurgien dentiste ou un médecin pourra peut-être mettre sous antibiotiques, ça sera à voir. Souvent, ça peut s'associer aussi avec de la fièvre, voire un gonflement de la joue. Alors, quand il y a gonflement, il y a diffusion d'une infection. Là, ça nécessitera une prescription, donc avec un médecin ou un chirurgien dentiste antibiotique. Les traumatismes dentaires, comme autre cas possible, on va dire cas comptoir. Traumatisme dentaire, ça se passe mal dans la rue, il y a un enfant qui est tombé à la sortie de l'école, différentes situations. La première situation, il y a une fracture. Le nerf peut être éventuellement exposé, ça nécessite une prise en charge assez rapide de cette situation. Là, ici, c'est une autre situation. Il y a un choc qui a impacté les dents vers l'arrière et qui les a fait ressortir, donc un petit peu ce qu'on appelle une extrusion. Là, on doit avoir une prise en charge rapide dans les moins de 2 heures. On essaiera éventuellement de repositionner les dents, de mettre une contention pour essayer de les maintenir. Mais il y a un enjeu de conservation des dents là qui arrivera. Dans ces deux dents-là, on a des expulsions. Donc là, il faut vraiment pouvoir agir dans les 2 heures. Dans la dent qui s'est cassée ici, il faut essayer de récupérer le fragment s'il a été gardé pour pouvoir éventuellement le réutiliser en collage. Déjà, en urgence, ça facilitera une intervention. De tous les cas, même s'il n'y a pas eu de fracture, quand il y a un choc dentaire, il faut une consultation au moins chez le dentiste pour faire une radiographie qui permettra d'avoir une image de référence. Parce que dans le temps, quand une dent a été choquée, et surtout même s'il n'y a pas eu de fracture, on peut avoir des conséquences au niveau de sa racine, avec des fêlures par exemple, ou une perte de vitalité et avec des abcès qui se forment. En fait, on va suivre dans le temps les images des racines, des dents traumatisées. Quand je dis on peut avoir dans le temps, ça peut être 15 ans après, par exemple. En termes de conséquences, ça peut vraiment être à distance. Donc, une radiographie qui permettra d'avoir une image de référence qu'on pourra comparer après dans le temps. Il y a aussi carrément des dents qui peuvent être éjectées là-dessus, qui ont été expulsées. Si c'est une dent de lait, on la laisse. C'est fini. De toute façon, souvent, c'est parce qu'elle allait tomber prochainement. Si c'est une dent définitive, on essaye de la retrouver, de la prendre par la partie visible de la dent. On ne la nettoie pas, on ne la passe pas sous l'eau, on ne passe pas à la brosse la racine, parce qu'il y a plein de cellules vivantes dessus qu'on va essayer de garder vivantes. Dans ce cas-là, en fait, on va essayer de la réimplanter. Donc, consultation en urgence pour la réimplanter. On la conserve dans du sérum Phi, dans éventuellement la salive du patient, qui est un très bon agent nutritif, ou dans du lait, par exemple. Mais il faut la garder en hydratation. L'eau étant le moins bon là-dessus. Voilà. Sérum Phi, salive, lait sont éventuellement sur les dents expulsées définitives à faire implanter. Hein, ça arrive notamment aussi beaucoup dans les sports, football, des choses comme ça, basket. On peut essayer de réimplanter, de faire une contention et d'essayer de maintenir cette dent-là, peut-être pas toute la vie, mais au moins une période, notamment chez les enfants. L'objectif, c'est de garder les dents au moins pendant toute la croissance. Parce s'il y a une dent qui est perdue, on va avoir un défaut de croissance, et même si on veut faire un implant à l'âge adulte, bah, s'il n'y a pas d'os, on aura un problème. Voilà les éléments. Prothèse amovible en termes d'entretien, quels sont les conseils? Alors, beaucoup de patients, même si on leur dit, souvent ils oublient. On ne les nettoie pas avec la brosse à dents. Il y a des brosses à prothèse qui sont spécifiques. On a besoin de brosses là à poil dur plutôt.
avec aussi des brosses qui ont différents embouts pour pouvoir nettoyer autour des crochets, dans les creux, dans les bombées, voilà. Nettoyage au départ avec du savon, un savon type Marseille, sans parfum, liquide, c'est très bien en termes d'hygiène pour pouvoir bien nettoyer les surfaces. Les comprimés après sont des comprimés qui s'utilisent après brossage. Ces comprimés, ils n'ont aucun intérêt si on n'a pas brossé la prothèse. Ils vont être plutôt à utiliser sur une période courte de 15 à 20 minutes, on laisse pas tromper toute la nuit, pour avoir en fait un effet désinfectant de la prothèse, mais on ne souhaite pas les laisser trop parce qu'à la longue, sinon, ça peut créer des porosités au niveau des prothèses et là, on a plus de bactéries qui s'incrustent. Donc, une fois par semaine, par exemple, c'est très bien en termes d'usage. On a derrière aussi les pattes fixatives qui peuvent être utilisées sur les prothèses. Alors, les pattes fixatives, bah, elles ont un mot. Moi, j'aime pas le terme de pattes fixatives là-dessus parce que c'est pas fait forcément pour faire tenir une prothèse. C'est surtout pour créer un joint, notamment sur une prothèse complète. C'est l'effet ventouse qui va maintenir la prothèse quand il n'y a pas dedans. Et donc, en fait, ça va améliorer le contact avec les muqueuses, créer un effet ventouse. Mais s'il y a une grande désadaptation parce que le patient a maigri, parce que la prothèse, elle a 10 ans, l'os a évolué, là-dessus qu'il faut mettre une grosse couche, ça ne va pas faire tenir. Donc, c'est plus de former un joint déjà pour améliorer l'effet ventouse sur des prothèses complètes et surtout après, sur l'ensemble des prothèses, sur des prothèses complètes ou des prothèses partielles amovibles, c'est de créer un film pour éviter l'incrustation d'aliments qu'on mange en dessous des prothèses qui peut éventuellement provoquer des blessures. Si on n'utilise pas de fixatif, par contre, après chaque repas, dans ce cas-là, il faut absolument rincer la prothèse au minimum, voire la brosser et aussi rincer la bouche pour retirer les débris qui peuvent se mettre sous la prothèse. Au minimum, de toute façon, c'est 2 fois par jour, comme les dents, le nettoyage, toutes les 12 heures des prothèses. Le patient, il peut la garder ou pas la nuit, peu importe, c'est selon en fait ce qu'il a envie. S'il la porte pas la nuit, on la laisse pas dans un verre d'eau, on la met dans une boîte à prothèses. Quelques points par rapport après au dentifrice. On a évoqué que le fluor était important dans le dentifrice. Mais après, qu'est-ce qu'il y a d'autre dans le dentifrice que le fluor? Mais en fait, on va avoir surtout différents agents qui vont aider au déplaquage. On va avoir des détergents qui vont faciliter en fait la désorganisation chimique de la plaque bactérienne, mais aussi des nettoyants. Là, c'est souvent des abrasifs. En fait, on va avoir plein de granulés qui vont améliorer l'efficacité mécanique en fait du geste du brossage derrière. Et puis après, on va avoir bien sûr des agents conservateurs pour éviter les développements bactériens. Et puis le fluor là-dessus qui est vraiment très important à utiliser tout au long de la vie, sur tous les profils, parce que c'est vraiment le seul agent anticarie qui est reconnu. Là-dessus, dans les dentifrices, il n'y a pas d'autre composé actif qui actuellement a une action anticarieuse comme là le fluor. C'est quelque chose qui est vraiment très important, adapté au niveau du taux, notamment en fonction de l'âge et donc du risque carieux. Et notamment, vous avez tous les dentifrices que j'ai oublié de préciser au-delà de 1450 ppm qui sont exclusivement distribués en pharmacie parce qu'ils sont considérés comme médicaments, ils ont une AMM. Donc, vous êtes les seuls à pouvoir les délivrer, à pouvoir les conseiller notamment. Et chez des patients qui, notamment à l'âge adulte, ont des caries, là-dessus, on doit passer sur au moins des dentifrices à haute teneur en fluor. On peut avoir des gels et des pâtes là-dessus qui ont différents intérêts, notamment en fait les gels. Alors il y a des gels transparents, puis il y a des gels en fait qui sont pas toujours transparents. Les dentifrices désensibilisants, souvent en fait c'est une composition quand même de gel. Ils sont un peu moins abrasifs en fait, donc ça peut être intéressant chez certains patients qui ont tendance à trop frotter. Et après, on va avoir des agents donc désensibilisants, des agents aussi, vous avez des dentifrices halitoses qui limitent, qui retiennent les composés sulfureux, par exemple. Alors, d'autres matériels, le gratte-lampe, on l'a évoqué tout à l'heure, c'est pas à utiliser au quotidien. Les bains de bouche. Alors, souvent, il y a une confusion des bains de bouche. Il y a 2 types de bains de bouche. Il y a les bains de bouche antiseptiques, pour pas citer certains qui ont une couleur souvent rouge, par exemple, qui sont des traitements à utiliser de manière ponctuelle. Souvent, ils sont issus d'une prescription, une recommandation, il y a une inflammation des muqueuses ou après une chirurgie. On veut les utiliser sur les périodes transitoires. On ne peut pas stériliser la bouche, mais on a besoin sur certains aspects pour réguler en fait la flore. Et après, les bains de bouche du quotidien,
qui n'ont pas du tout la même composition, qui peuvent être utilisés au contraire toute l'année en complément du brossage, qui eux, globalement, ont une base souvent du fluor, et d'agents antiplaques qui vont limiter la recolonisation bactérienne en fait après l'hygiène. C'est des bains de bouche, les bains de bouche du quotidien, ils ne marchent que si déjà, même les antiseptiques, ces bains de bouche doivent être utilisés après hygiène, quand on a désorganisé d'un point de vue mécanique la plaque bactérienne, hein, parce que ce n'est pas eux qui vont écarter la plaque bactérienne pour agir sur les muqueuses ou sur les surfaces d'emploi. Donc, les bains de bouche du quotidien, on va avoir des agents antiplaques et vous avez notamment toutes des grandes familles qui sont composées d'agents qui sont issus d'huiles essentielles. Donc, vous avez toutes les grandes catégories avec plein de couleurs qui existent, avec aussi du fluor. Donc, on va avoir une action anti-recolonisation bactérienne et aussi une action fluor. Et notamment des patients qui veulent absolument se rincer après le brossage. Dans ce cas-là, on se rince avec un bain de bouche qui va maintenir une ambiance fluorée en bouche là-dessus pour pouvoir avoir vraiment l'action anticarie. Parce que si on se rince tout de suite, on a vraiment une très faible fraction de l'efficacité du fluor. Le fil dentaire, donc les espaces qui sont très fins là-dessus, et il n'y a que ça qui peut passer. À partir du moment où on peut utiliser par contre une brossette interdentaire, c'est ce qui sera adapté dans des espaces qui sont donc un peu plus larges, ou éventuellement suite à des pathologies. Il y a différents, pour une bouche, généralement, il ne faut pas une taille de brossette, il en faut plusieurs. Donc, sur des patients notamment qui doivent utiliser des brossettes, s'il n'y a pas eu d'indication de prescription ou autre, il faut au moins un assortiment, ce qui va permettre au patient après de déterminer, en fonction de ses sensations, la bonne brossette. La bonne brossette, c'est une brossette qui doit frotter les surfaces, donc qui doit bien remplir l'espace. On doit frotter, mais on ne doit pas forcer spécialement pour la mettre. Et souvent, si un patient dit ça me pique la gencive quand je passe la brossette, c'est tout simplement parce qu'il l'oriente mal. Il pique en fait la gencive et souvent les patients ont tendance en fait à diriger la brossette vers la gencive. Or, je conseille plutôt toujours de diriger plutôt de la gencive vers la dent dans l'angulation qui est la forme du point de contact là-dessus. Voilà. Si vous avez de temps en temps, il y a des laboratoires qui peuvent disposer de modèles qui permettent de montrer en fait un petit peu l'angulation aux patients, ça peut être intéressant aussi en officine. Brossage, brosse à dents souple, là-dessus on en a parlé, et un peu de manuel ou électrique. Aucun inconvénient dans les deux, simplement c'est comment on l'utilise. La brosse à dents manuelle, donc de la gencive à la dent, surtout pas de mouvements horizontaux, brosse à dents souple. Brosse à dents électrique, globalement, toutes les têtes sont souples. Donc là, déjà, c'est une chose qui est pas mal. Ça s'utilise différemment d'une brosse à dents manuelle. Vous avez, en général, vous avez deux grands types de familles. La brosse à dents sonique, qui ressemble à une brosse à dents classique. Donc ça, on va dire, ça s'utilise avec des mouvements comme une brosse à dents manuelle. Et les brosses à dents oscillo-rotatives, qui, elles, sont différentes. On les met moitié gencive, moitié dent à cheval. Et on laisse agir dent par dent, on déplace dent par dent. C'est une brosse à dents. L'intérêt de la brosse à dents électrique, c'est dans les zones difficiles d'accès, des patients qui ont des difficultés manuelles au niveau mobilité, on va avoir un brossage qui va être beaucoup plus régulier et puis ça va effectuer beaucoup plus de mouvements qu'une brosse à dents manuelle. Donc c'est quelque chose qui est intéressant, notamment des patients qui ont des maladies de gencives. La brosse à dents électrique peut être un très bon conseil pour c'est un outil thérapeutique, hein, moi j'appelle ça aussi en complément des brossettes, pour absolument avoir un gain de la qualité d'hygiène. Les jets interdentaires, c'est quelque chose souvent qui est un peu moins, qui a 20 ans utilisé, pourtant qui a un grand intérêt. Alors, ça n'a pas du tout la même efficacité qu'un fil dentaire, mais c'est plutôt complémentaire, notamment sur des patients qui peuvent avoir des difficultés manuelles à utiliser des brossettes, notamment avec des difficultés de préhension. Et puis aussi, quand on a des implants, des grosses restaurations avec des bridges, des choses comme ça peut être des zones de rétention où la brossette ne suffira pas. Donc, ça peut être intéressant de commencer par passer le jet dentaire, en fait, pour évacuer tous les gros débris qui peuvent être retenus par des bridges, par des implants, et ensuite, éventuellement compléter avec des brossettes, et puis le brossage. Cire orthodontique, ça c'est effectivement des petites protections qu'on peut mettre sur les bagues, notamment de temps en temps c'est un fil aussi qui rebique tout d'un coup temporairement le temps de voir l'orthodontiste, qui vont venir protéger la muqueuse, ou même au départ quand on pose un appareil, les frottements peuvent un peu blesser les lèvres. C'est des cires qui effectivement sont très intéressantes à conseiller, à avoir dans les officines. Puis la pâte adhésive, on en a parlé juste avant avec les prothèses. C'était assez chargé, mais c'était un panel en fait de cas assez concrets que vous pouvez transmettre sur ces éléments-là. On va aborder juste après quelques
profils médicaux avant de terminer cette soirée. Éventuellement, s'il y avait des questions qui sont arrivées un petit peu sur les thèmes qu'on a abordés, on peut peut-être les prendre si vous avez. Alors, il y a deux questions dans l'espace de discussion. La première, c'est est-ce que tous les dentistes adhèrent à ce programme? Et c'était au moment de MT Dent, quand vous présentiez MT Dent. Alors, c'est conventionnel, en fait, tous les chirurgiens dentistes conventionnés, ce qui est on va dire 99%, donc on signe un contrat avec la sécurité sociale, ont l'obligation, effectivement, de pouvoir prendre en charge. Hein, ça fait partie du contrat, on va dire, qu'on signe et qui vient d'être signé par le syndicat à l'unanimité des partenaires conventionnels. Hein. Donc, oui, ça fait partie du cadre conventionnel. Alors, il y a une deuxième question. À partir de quel âge et jusqu'à quel âge peut-on pratiquer, pardon, un blanchiment dentaire? Alors, déjà, on va le faire chez l'adulte. Enfin, c'est quelque chose qui va être important. Ça va être chez l'adulte. Pour différentes raisons, je ne vais pas rentrer là-dessus, mais le repère, c'est l'adulte. Et il faut avoir des précautions. Il y a des contre-indications sur lesquelles on peut avoir des effets délétères. Ça va être toutes les dents qui ont une surface qui n'est pas intégralement recouverte par l'émail. Donc, par exemple, s'il y a une usure d'émail qui fait apparaître la dentine, s'il y a une récession gingivale, les produits d'éclaircissement à base de peroxyde vont dans ce cas-là pénétrer dans la dent et peuvent provoquer une nécrose de la dent, c'est-à-dire une perte de vitalité. Donc ça, c'est une contre-indication. Quand il y a une carie aussi, là-dessus, le peroxyde va rentrer éventuellement directement dans la dent. Donc ça va être les contre-indications qu'on peut avoir principales. Et puis après, tout ce qui est fêlure de dents, etc. aussi, tout ce qui va favoriser la pénétration dans la dent du peroxyde d'hydrogène va être une contre-indication. Donc c'est pas une question d'âge en fait, c'est une question plus de situation dentaire individuelle. C'était tout pour l'instant? Alors, moi, j'ai lu toutes les questions qui étaient dans l'espace de discussion, mais n'hésitez pas à poser vos questions à l'oral si jamais vous en avez. Ah, il Alors y a moi, une autre question. Oui, vas-y Marine. Puis après, Alors, je il y vais a poser d'autres quelques. questions qui viennent d'arriver dans l'espace de D'accord. discussion. Alors, je ne vois pas comment ne pas rincer la bouche après les avoir brossées. Il y a de la mousse partout. Alors déjà, c'est peut-être que la quantité de dentifrice n'est pas adaptée parce que souvent la publicité incite à une surconsommation. J'ai oublié le repère pour l'adulte, en fait, c'est le pois chiche, hein, niveau taille de dentifrice. Ouais. Donc, normalement, on crache, on va juste rincer les lèvres là-dessus, mais il faut laisser un film. Il faut essayer, en fait, hein, vous verrez, si vous avez l'habitude d'apprendre. Ou sinon, si on veut vraiment rincer, ce que je disais, l'utilisation d'un bain-douche au fluor. On va conserver cette ambiance fluorée. Et ne jamais, alors, est-ce que tu peux, c'est ma dentiste qui m'avait dit ça, ne jamais mouiller la brosse avant de. Tout à fait, oui. Alors là, Voilà. c'est assez rapide, hein, on pourrait passer toute une journée hein, là-dessus. Effectivement, j'ai oublié de préciser, tu as tout à fait raison de le rappeler. On ne mouille pas les poils de la brosse à dents, en fait, parce que ça va altérer la tension superficielle du dentifrice, il va moins adhérer sur la surface dentaire après. C'est même en fait c'est issu d'un exemple de travaux d'un prix Nobel il y a très longtemps là-dessus, qui avait pris pour exemple Ouais. effectivement, la tension superficielle. Moi, j'avais une question sur. Alors, on est souvent confronté maintenant à des personnes qui ont des parodontites, mais qui leur. Je dirais que c'est presque ça leur bouleverse la vie, en fait. Hein. Tout à fait. C'est des personnes qui sont assez jeunes, à partir de 40 ans, 50 ans. Et alors, tu as évoqué une prise en charge Oui. possible et programmée par l'assurance maladie? Donc, chez les patients diabétiques, actuellement, tous les patients diabétiques d'ailleurs ont un examen des gencives qui est proposé une fois par an, qui est pris en charge par l'assurance maladie dans le cadre de leur ALD. Et s'il y a éventuellement une parodontite, les actes initiaux d'interception, donc qui sont le surfaçage, j'évoquais avec une sorte de détartrage sous-gingival sous anesthésie, est effectivement pris en charge dans le cadre de l'ALD. Et il y a d'autres extensions qui arrivent l'année prochaine. En fait, on va avoir 5 autres ALD qui vont rentrer dedans. C'est pas tout de suite là-dessus. Vous aurez des communications de toute façon qui seront faites normalement par l'assurance maladie, qui les portera à l'ensemble des professionnels. Et donc, maladie cardiovasculaire, comme je disais tout à l'heure. Ces parodontites, ça ressemble à une vraie épidémie, en fait. Oui, en termes de fréquence, c'est la première pathologie chez l'adulte. Hein. Alors souvent, c'est caché parce que, comme je disais,
un soin, pendant là, on sera obligé de le refaire parce que ça va vieillir, etc. Donc, on peut se dire, il y a d'autres soins en fait qui sont prioritaires. C'est souvent, on va remplacer des matériaux parce qu'ils vieillissent là-dessus. C'est pas des maladies carieuses en soi. Mais la majeure partie, effectivement, de la population considère qu'en fait, sur les 35 ans, 65 ans, on a 70% de la population qui atteint une maladie parodontale avec différents stades et différentes importances. 70%. Donc, c'est vraiment, effectivement, une maladie très forte qu'on n'avait pas par le passé parce qu'on était édenté très jeune. Hein. Voilà, donc maintenant on garde les dents, bah, effectivement, on va voir plus ces pathologies. Et c'est derrière un défaut mécanique. Et c'est vraiment la prévention, notamment assez jeune. Il y a un âge clé, c'est autour de l'apparition, on va dire, là où on passe vraiment en pathologie, c'est autour des 30, 35 ans, souvent, en fait. C'est des repères après des réhabilités. Et le patient fumeur aussi, là-dessus, il va être important. Ça ne va pas stimuler, mais ça va accélérer et masquer en plus les signes de l'inflammation, parce que les tissus aussi sont privés d'oxygène. Et donc, un patient fumeur, moi je lui dis souvent, il faudra choisir dans le temps entre garder ses dents ou la cigarette. Mais il y a un des deux qu'il va falloir effectivement renoncer. Donc, et parce qu'on travaille sur le mois sans tabac là-dessus, comme vous aussi, c'est vrai que les tabacologues ont dit qu'il fallait vraiment être très clair avec les patients et plus minimiser l'impact. Une femme enceinte qui fume, c'est une femme en danger. Un patient effectivement qui fume, bah, il met en danger ses dents aussi. C'est des éléments très clairs, plus compréhensibles de temps en temps que ce que les images qu'on peut avoir sur les paquets de cigarettes qui ne peuvent pas être très éloignées de sa situation. Je retiens l'argument, garder ses dents ou les... Ah oui, c'est vraiment, là on arrive sur le mois sans tabac, C'est pas mal. Ouais. Et les chirurgiens dentistes maintenant peuvent être prescripteurs de substituts aussi un nicotinique là-dessus, peuvent accompagner. Alors, on a aussi une récurrence, donc certains confrères ont développé ça, et puis après, certains, de temps en temps, ils ont eu du mal. Donc, il faut hésiter à conseiller les dentistes dans les prescriptions et dans l'usage des patchs, comment ils peuvent en faire auprès de leurs patients. Alors, il y a eu d'autres questions. Alors, puisque les recos de la HS sont dépassés, quels recos suivre? Voilà, celles de l'UFSBD, qui sont tout à fait valables dans le cadre légal, notamment de la mise sur les marchés dentifrices, les recours que je vous donne, c'est tout à fait compatible. Après, c'était le cadre notamment de la HS. Il y a des grosses difficultés. Tout le monde se renvoie la balle entre les agences, personne ne veut s'occuper du dentaire. On arrivera peut-être à une solution l'année prochaine, on va voir. Voilà. Mais par contre, de toute façon, au niveau international, ce qu'on doit vous donner, qu'on a repris sur des consensus à groupe de travail, c'est ce qu'on a dans tous les pays en Europe et dans la plupart des produits des pays, quel que soit leur niveau économique. La Cochrane les donne, ces données-là, notamment, qui est bien connue en termes d'évaluation de fiabilité. Alors, il y a une autre question. À partir de quel âge peut-on recommander la brosse à dents électrique? Alors, chez les enfants, souvent, elle n'est pas très bien tolérée parce qu'avec les dents de lait, ils n'aiment pas trop. On va dire à partir de 3 ans. Mais c'est pas forcément rendre service à l'enfant à ce moment-là, parce qu'on doit développer l'habileté manuelle ou autre. Donc, c'est plus effectivement pour le parent, ça peut être plus confortable. Alors, la brosse à dents électrique, elle a été faite à la base pour les patients handicapés et aussi pour faire l'hygiène à des tiers. Donc, par exemple, si on a une personne dépendante où on doit faire l'hygiène, le faire avec une brosse à dents manuelle, c'est très compliqué d'avoir un résultat convenable. Voilà. Et puis, moi, je dirais les profils qui sont intéressants chez certains enfants, ça peut être la gamification mais pas toujours, donc il faut se méfier de ça. Il y a des enfants qui n'aiment pas du tout, alors notamment entre les 6 et 10 ans, en général, comme il y a des dents de lait en plus qui commencent à bouger ou autre, la brosse à dents électrique, ils n'aiment pas sur cette période-là. Chez l'adulte, un adulte qui a du mal à se brosser convenablement les dents ou autre, ça peut permettre de changer un peu de paradigme et d'avoir une reprogrammation. Et puis, toutes les personnes qui doivent faire l'hygiène à un tiers, là-dessus aussi, c'est très intéressant. Les personnes qui ont des difficultés un petit peu manuelles avec l'âge ou autre. Voilà, donc il y a pas mal de patients qui peuvent l'utiliser. Après, si on a un brossage de qualité avec une brosse à dents manuelle, on garde la brosse à dents manuelle, c'est très bien. C'est bon? Pour le moment, il n'y a pas d'autres questions sur le fil de discussion. Merci beaucoup. Là, on va aborder un petit peu des profils médicaux maintenant, en fait. Donc, il y avait une situation qui était la femme enceinte, sur lequel, en fait, on va avoir, on dit souvent,
un enfant une dent, on va dire perdre une dent, non, il n'y a pas du tout, c'est pas inéluctable, ça n'a rien à voir. Il y a des comportements là-dessus, souvent qui peuvent se passer. Alors, ce qu'on peut rencontrer chez la femme enceinte, en fait, c'est des problèmes déjà d'inflammation gingivale, notamment s'il y a du tartre. On va avoir les hormones qui vont faire que les gencives peuvent plus réagir. Et puis aussi provoquer plus de gingivite, gingivite gravidique, dite. On peut même avoir de temps en temps des boursouflements de la gencive qui ne sont pas des abcès, mais qui sont liés vraiment aux hormones. Et souvent, en fait, c'est un petit peu déclenché sur des profils de patients qu'on a une hygiène qui est pas top ou qui a du tartre. Donc, on va avoir aussi des risques par rapport aux nausées, vomissements, acidité, en fait, et ça décape les dents. Et dans ce cas-là, en fait, le pire conseil, c'est tout de suite brosser les dents. Il faut se rincer la bouche avec de l'eau éventuellement, avec un bain de bouche, mais pas d'action mécanique tout de suite. Il faut au moins attendre 20 minutes après un vomissement de manière générale avant de se brosser les dents parce qu'on a une déstabilisation très forte avec les acides gastriques des surfaces émailles. Donc, si on met tout de suite la brosse à dents, on va arracher les cristaux de surface. Donc, on va accélérer un phénomène de déminéralisation. On va avoir un risque alimentaire parce que sur certaines périodes, il peut y avoir une alimentation fractionnée. Donc, on multiplie les prises. Donc, ce qu'on conseille chez la femme enceinte, c'est de rajouter au moins un brossage par jour. Là-dessus, on avait dit 2 brossages dans la journée pour couvrir 12 heures à peu près entre chaque brossage. La femme enceinte, on va rajouter un brossage supplémentaire au moins. Et puis, on va pouvoir utiliser aussi, il y a quelque chose qui est intéressant chez la femme enceinte, c'est les chewing-gums sans sucre au xylitol, qui sont intéressants parce que, notamment s'il y a des prises alimentaires tout au long de la journée, il y a un effet protecteur du mâchage qui va stimuler une salive riche en minéraux, qui va venir neutraliser l'acidité, qui va venir aussi apporter donc, des minéraux qui vont favoriser la reminéralisation. Le xylitol, en plus, va bloquer les bactéries cariogènes, parce que le xylitol n'est pas métabolisable, c'est pas un sucre cariogène, c'est un substitut du sucre. Le xylitol, c'est issu du bouleau, notamment, c'est un extrait du bouleau. C'est assez connu pour les régimes des diabétiques. Et donc, c'est un intérêt au niveau bucco-dentaire multiple. Et aussi, quand une femme enceinte mâche régulièrement du xylitol, notamment, elle va limiter la flore bactérienne pathogène et notamment les risques de transmission. Parce qu'en fait, le jeune enfant, il a une bouche stérile. Souvent, il va avoir la transmission des bactéries qui vont se faire par la cuillère qu'on a goûté le plat pour donner à bébé. Donc ça, c'est une mauvaise chose. C'est par les couverts. On nettoie pas la tétine de bébé avec la salive. Voilà, non, ça, on nettoie pas parce que c'est transmission de bactéries, etc. Plus tard, l'enfant acquiert les bactéries cariogènes, mieux c'est parce que son système immunitaire, en fait, sera plus apte après à créer des immunoglobulines qui maîtrisent la flore bactérienne. Donc, voilà, ça, c'est des conseils assez intéressants. Et puis, il y a un examen bucco-dentaire qui est proposé à la femme enceinte à partir du 4e mois, quand l'assurance maladie sait qu'il y a une grossesse, parce que c'est la limite de déclaration. Dans le parcours santé de la femme enceinte, il y a un examen bucco-dentaire du type PMT dent qui est proposé pour pouvoir effectivement la prendre en charge s'il y a besoin sur l'aspect gingival, voire carieux. Il n'y a pas de contre-indication à faire des soins pendant la grossesse. Souvent, il y a un mythe en disant je suis enceinte, je ne peux pas aller faire des soins chez le dentiste. Non, aucun souci là-dessus. Et même les radiographies dentaires ne posent pas de problème pendant la grossesse. Les petits clichés là-dessus, on met une protection à la femme enceinte. Il n'y a aucune contre-indication en fait à réaliser les actes. Là-dessus, après, il y a des périodes où ça peut plus, quand on arrive sur la fin de la grossesse, qui sont plus inconfortables, notamment dans la position semi-allongée. Voilà, mais notamment autour du 4e mois, c'est assez favorable. Il y a des risques derrière d'accouchement prématuré, liés notamment aux maladies des gencives, des parodontites, parce qu'en fait, ça va produire des interleukines qui sont exactement de la même catégorie que celles qui déclenchent l'accouchement. Donc là, il y a un lien très fort entre les deux. Donc, notamment des femmes qui sont dans des projets aussi de grossesse, c'est intéressant, même avant la grossesse, d'avoir un bilan chez les chirurgiens dentistes, surtout qu'on a quand même les femmes enceintes ont un âge qui a avancé dans la population. On va rentrer sur des profils de femmes qui peuvent avoir une parodontite. Donc ça, c'est important. Puis derrière, il y a aussi des enfants de petit poids, généralement, une parodontite. Donc ça, c'est des choses qui sont très bien documentées, notamment par les sociétés américaines. Voilà, le formulaire de la grossesse là-dessus, qui a été créé en 2014, qui est très peu utilisé actuellement par les femmes. Souvent, elles ne le connaissent pas. Parce que souvent, il est noyé dans un tas de documents et puis il a été dématérialisé aussi dans le formulaire par l'assurance maladie, donc il passe à côté. Donc ça, c'est quelque chose à rappeler, effectivement, qu'elles ont une visite qui est prise en charge par l'assurance maladie. Le patient diabétique,
les parodontites sont considérées comme la 6e complication du diabète. Et en plus, il y a une interrelation. Je ne rentre pas après dans le détail, vous connaissez du diabète en soi, hein, mais par contre, par rapport au taux d'hémoglobine glyquée, il y a une incidence là-dessus et une interrelation. Un patient qui a effectivement un diabète non équilibré va avoir plus de risque de maladie parodontale. Et inversement, un patient diabétique qui a des maladies parodontales va avoir plus de risque d'avoir son diabète déstabilisé. Et notamment, ça doit faire partie du traitement. C'est pour ça que c'est rentré dans l'ALD, hein, notamment là-dessus, parce qu'on va avoir effectivement une prise en charge des maladies parodontales qui vont permettre aussi d'améliorer le contrôle de la glycémie. C'est pas parce que par contre on a un diabète que forcément on aura des maladies parodontales, hein. Là-dessus, ça va dépendre du niveau d'hygiène, notamment, hein, de ce qui va provoquer. Si on a une hygiène correcte, là-dessus, notamment bon, nettoyage interdentaire, il n'y a pas de souci. Le cardiovasculaire, les risques d'endocardite infectieux, il y a des patients, des profils notamment assez particuliers qui ont des cartes d'antibioprophylaxie qui ont été identifiées par les cardiologues. Ça, c'est quelque chose qui doit absolument présenter à leur chirurgien dentiste. Vous connaissez, hein, par rapport à nos prescriptions, ces patients qu'on va demander une prise notamment d'antibiotiques sur certains actes qui vont provoquer des plaies éventuellement au niveau muqueux ou qui vont créer en fait éventuellement une brèche sur laquelle les bactéries peuvent passer au niveau de la circulation. Donc il y a un protocole qu'on est juste sur une période temporaire, on fait juste une prescription 1 heure avant de 2 grammes d'amoxicilline s'il n'y a pas d'allergie. Alors, actuellement, on a des problèmes de pénurie, hein, on le sait, on le rencontre dans nos prescriptions, de temps en temps, on demande d'intervertir. Donc, dans ce cas-là, c'est la dalacie, mais aussi on rencontre des pénuries. Et puis, sur un profil patient, l'antibioprophylaxie sera prolongée s'il y a une plaie qui persiste, par exemple, après une extraction, pendant une semaine, éventuellement par une antibiothérapie. Les parodontites aussi, là-dessus, ont un impact important, augmentation du risque d'infarctus, comme j'avais précisé. Et donc, ça va rentrer maintenant aussi, courant 2024, aussi dans la prise en charge de l'ALD, les soins parodontaux. Donc, le dépistage, parce qu'il y a un acte de dépistage, éventuellement traitement s'il y a tout ce qui est tendinite, pyalgie aussi. Alors chez les sportifs ou autres, si il y a régulièrement des blessures ou autres, il faut quand même toujours faire un bilan dentaire. Est-ce qu'il n'y a pas un foyer infectieux là-dedans, par exemple, qui peut exister sur une dent ou au niveau des gencives. On va avoir une synergie après inflammatoire globale. C'est le mécanisme souvent, par exemple, il y a une infection, une maladie carieuse avec une nécrose, par exemple, qui est un exemple. Tout ce qui est polyarthrite, donc ça rentre aussi dans le cadre des ALD pour polyarthrite, c'est ce que je recherchais tout à l'heure, en fait, dans les nouvelles prises en charge qui vont arriver en 2024. Là-dessus, où on va avoir une synergie délétère. En fait, c'est l'inflammation systémique, hein, tout simplement, et ça va accentuer le phénomène. Alzheimer aussi, il y a quelques années, on était assez méfiant des publications qui arrivaient, mais là, on a vraiment des publications qui étayent sur le complexe inflammatoire qui est lié effectivement au niveau neurone et aussi à la présence de bactéries, qui sont des bactéries purement dentaires, au niveau cérébral, sur ces profils de patients. Donc, ce n'est pas ce qui provoquerait, mais il y aurait des synergies. Et s'il y a une barrière qui au niveau cérébral, en fait, permet plus de passage, de pénétration de bactéries dans la circulation sanguine, en fait, de ces bactéries qui passent dans la circulation sanguine. Donc, très fort lien. Il y a encore beaucoup de recherches à avoir là-dessus. En fait, de synergie délétère, notamment de progression beaucoup plus rapide chez les profils de la maladie d'Alzheimer en cas de parodontite. Là, on a des choses qui commencent à être un peu plus étayées, notamment dans cette synergie délétère, mais tous les liens ne sont pas encore connus là-dessus. Il y a beaucoup de travaux encore de recherche. Mais en fait, tous les laboratoires qui travaillent maintenant sur l'inflammation incluent systématiquement les parodontites dans leurs recherches. Hein, donc, on a beaucoup de choses qui arrivent. Donc, tabagisme, au-delà des colorations de surface qui sont bien connues, hein, qui peut être aussi un élément de motivation, hein, de l'arrêt du tabac. On a augmentation donc, des risques de maladies parodontales, d'échec aussi des traitements parodontaux, parce que si le patient continue à fumer quand on prend en charge une parodontite, on a de moins bons résultats. C'est même une contre-indication si on doit remplacer une dent par un implant. C'est un retard de cicatrisation après extraction qui peut arriver. Puis derrière, il y a un risque de cancérisation buccale très forte. Si on le couple en plus avec l'alcool, là, c'est catastrophique, effectivement, sur le risque de cancérisation. Un petit aparté sur le risque de cancérisation. On a, avant, les cancers buccaux étaient liés beaucoup à l'âge.
On a une épidémie qui s'est changée, qui est beaucoup sur des profils plus jeunes, qui n'est pas liée au tabac, qui est liée en fait au HPV. Et dans la vaccination du HPV, les chirurgiens dentistes ont milité pour une extension en fait aux garçons aussi, et d'avoir un taux de vaccination qui soit beaucoup plus fort pour des problèmes aussi bucco-dentaires, parce qu'on parle souvent du cancer du col de l'utérus. Vis-à-vis des parents, notamment sur les âges de 12 ans, qu'on parle effectivement des risques de cancer, utérus ou autre, on imagine sexualité ou autre. Mais il y a aussi un gros intérêt sur la protection des cancers buccaux. On voit vraiment une transformation de l'épidémiologie là-dessus, sur des populations assez jeunes, autour des 35 ans, qui là-dessus, l'origine qu'on recherche, on voit des souches de HPV, notamment particulières. Donc là, on est en pleine campagne sur le HPV chez les jeunes, mais il y a aussi toute la dynamique de rattrapage qui est intéressant. On le voit, les Australiens, maintenant, ils font des rattrapages jusqu'à 45 ans là-dessus sur le HPV. Ils vont éradiquer le HPV en Australie, on arrive à ça. Donc, nous, on est très portés là-dessus aussi dans ces dynamiques interprofessionnelles, de promouvoir en tout cas la vaccination HPV. Le handicap, il faut savoir, bucco-dentaire et handicap, c'est pas parce qu'on a un handicap qu'on a des problèmes bucco-dentaires, c'est plutôt toutes les conséquences, effectivement, physiques, de difficultés d'accès à l'hygiène et puis même des difficultés d'accès aux soins. Parce que souvent, chez des patients handicapés, il y a des soins qu'on ne pourra pas faire tout simplement parce que matériellement, le patient ne les acceptera pas derrière en termes de durée. Par exemple, une dévitalisation, c'est très long. Donc, on peut aller plus vite faire des extractions, plus vite de perte de dents chez un patient handicapé. Mais la prévention, ça marche très, très bien. Et on a un réseau en Pays de la Loire qui s'appelle Axodan, qui a été initié par l'UFSBD à l'époque, et puis les établissements médico-sociaux et des représentants par an. On a toute une dynamique de formation des personnels, de sensibilisation des familles, d'introduction d'hygiène le plus tôt possible. Dès qu'il y a un enfant handicapé, on doit travailler l'oralité autour d'hygiène, parce qu'après, souvent, ça sera une perte de chance pour le jeune. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose qui est important. Quand il y a un handicap, de penser à l'hygiène bucco-dentaire, on peut se dire c'est superflu ou autre, mais non, à terme, avec l'avancée en âge, c'est quelque chose qui est très très important d'inclure la dynamique d'hygiène dans la prise en charge du handicap. Il y a notamment aussi, après, un profil, la brosse à dents électrique qui est très intéressant. Donc, voilà. Le programme de prévention Axodan, notamment, il existe sur le Maine-et-Loire depuis maintenant près de 15 ans. On est divisé par 3 le besoin en soins des populations sur ce département. Donc, la prévention, elle marche très, très bien, notamment dans ce domaine, parce qu'il y a plein de personnes qui peuvent aider dans le quotidien à ce que ça se passe bien, et il faut les informer, les former, notamment les familles. Patients âgés aussi, on a des risques derrière qui sont liés à une moins bonne protection, par exemple, de la salive, à des usures, à des pertes de dents, des déminéralisations aussi qui se font parce qu'on a justement le problème de sécheresse buccale, et puis des changements de comportement alimentaire ou autre, de dépression ou autre, qui font que il y en a des risques carieux qui peuvent évoluer. Vous pouvez avoir des patients qui n'avaient pas de risque carieux et qui peuvent avoir un risque carieux avec un match. Donc, ce sont des patients, effectivement, souvent aussi qui ont tendance à ne plus aller consulter chez le chirurgien dentiste. On a une baisse de la consultation à partir de 65 ans. Et en fait, au lieu que ça baisse, on devrait augmenter son recours en vieillissant. Notamment, c'est un facteur en fait du bien vieillir, le suivi bucco-dentaire. Et souvent, un des premiers liens qui est un signe d'alarme, c'est le recours au chirurgien dentiste qui peut être rompu dans le suivi qu'on peut avoir à cet âge, avec l'avancée en âge, en fait. C'est un indicateur de fragilité. Et d'ailleurs, dans notre région, pour ceux qui participent au dispositif ICOP de repérage, dans le questionnaire qui peut être mené dans le deuxième questionnaire, on a un indicateur qui est est-ce que vous avez vu votre chirurgien dentiste ou pas dans l'année, qui est un indicateur effectivement de fragilité. Donc, différents risques, des érosions ou autres qui peuvent se transformer. Donc, on peut se dire, j'ai jamais eu de problème dans ma vie, ça se passera bien aussi quand je vais vieillir. Non, il y a des facteurs qui changent au niveau physiologique, de traitements aussi médicamenteux qui font que le risque peut évoluer. Et puis aussi, on peut avoir des difficultés d'hygiène. Donc ça, profil aussi à risque. L'orthodontie, c'est un profil particulier parce que on a au départ, au début du traitement des douleurs, paracétamol il marche très bien pendant quelques jours, le temps qu'effectivement on s'adapte à la pression qui est exercée dans les dents qu'on a besoin pour agir. Mais parce que aussi, il y a plein de rétentions, l'hygiène peut être compliquée, donc là-dessus, on peut avoir plus de cas d'inflammation de gencives. Donc dans ce cas-là, on peut utiliser un bain de bouche à la base de chlorhexidine de manière temporaire, pas tout le temps, d'acide hyaluronique aussi, qui va venir effectivement traiter l'inflammation de manière ponctuelle.
peut avoir des blessures, donc c'était bâtonnettiers, on l'avait évoqué. Et puis, il y a plein de bagues, plein de choses qui retiennent, effectivement. On a intérêt, on a un risque carieux qui augmente à cause de tout ça, parce que c'est plus compliqué. On a intérêt à utiliser des dentifrices à haute teneur en fluor, dans ce cas-là, chez les jeunes. Il y a beaucoup d'appareils aussi qui se font sans les bagues, maintenant, qui sont avec des gouttières transparentes. Donc, c'est des gouttières qui sont apportées 22 heures sur 24. Et par contre, à chaque fois qu'on va les remettre en place, avant, il faut bien se brosser les dents à chaque prise alimentaire. Ça, c'est indispensable. Parce que ça se transforme beaucoup dans la prise en charge. Cancérologie, c'est des profils de patients où souvent, il va y avoir des problèmes au niveau des muqueuses. Là, bien sûr, il faut avoir une hygiène qui peut être améliorée, des brosses à dents ultra souples, des gels hydratants, des gels à l'acide hyaluronique. On va éviter tout ce qui est produit à l'alcool là-dessus. Et puis, on peut avoir des effets secondaires des traitements qui est la baisse du débit salivaire et donc là, des problèmes de sécheresse avec augmentation du risque carieux. Donc, pensez à des dentifrices éventuellement à haute teneur en fluor. Et même si les patients qui ont été irradiés là-dessus, normalement, ils doivent avoir une prescription irradiée au niveau de la face, au niveau des glandes salivaires. Il doit avoir une prescription de gouttières sur mesure qui permet l'application de gel fluoré. Alors, on a eu des problèmes d'approvisionnement à ces gels fluorés. C'est quelque chose qui est important parce que l'irradiation au niveau de la face va faire que l'os ne peut plus cicatriser s'il y a une extraction à faire. Donc, on veut absolument ne pas avoir d'extraction à réaliser chez ces patients-là parce que on risque d'avoir des très grosses complications après où ça peut aller jusqu'à la perte de la face dans ce cas-là s'il n'y a pas de cicatrisation. Traitement d'apnée du sommeil, le chirurgien dentiste est appliqué maintenant depuis de nombreuses années là-dessus parce qu'il y a des traitements notamment pour d'avancée mandibulaire par des orthèses sur mesure et vous en avez même maintenant en pharmacie aussi, des orthèses qui permettent un peu aussi de tester ou d'intervenir en urgence sur des profils patients. Là-dessus, ça doit se manier avec précaution parce qu'il y a un bilan absolument à faire, notamment de l'état parodontal. Est-ce que l'os est suffisamment solide pour accepter les tensions qu'on va exercer? Donc, il y a un bilan avec une radio panoramique obligatoire, notamment avant d'utiliser des orthèses bouche, là-dessus, qui est à réaliser, un contrôle assez régulier de l'occlusion. On peut avoir des déplacements dentaires à cause de ces orthèses-là. Là-dessus, donc, il doit y avoir un monitoring, une bonne hygiène, bien sûr, à mettre en place toujours. Voilà, il y avait juste une chose que je voulais vous parler aussi, c'est les biphosphonates. Là-dessus, qui sont des médicaments maintenant qui sont prescrits largement, et normalement qui doivent être initiés après un bilan bucco-dentaire. C'est notamment dans la notice là-dessus, c'est les règles qui ont été demandées par l'ANSM, parce que ces médicaments aussi empêchent le remaniement osseux en cas d'extraction et on peut avoir une non-cicatrisation avec extension de nécrose en fait sur toute la mâchoire. Donc, c'est des patients sur lesquels aussi on va limiter tout ce qui est inflammation pour pas avoir éventuellement une nécrose osseuse spontanée par lésion de la muqueuse. Et c'est des profils qu'on rencontre beaucoup dans les prescriptions. Et donc, ils doivent maintenir un suivi régulier, mais avant la première prise, effectivement, il doit y avoir un bilan bucco-dentaire qui fait partie normalement du protocole et c'est pas toujours le cas. De temps en temps, on est dans une situation un peu compliquée parce qu'on a oublié, puis parce qu'il y a des patients aussi, de temps en temps, qui ont oublié ou qui n'ont pas suivi la prescription qu'ils avaient du bilan. Et c'est que souvent, la prescription leur a donné en disant, vous allez voir avant votre dentiste et vous commencerez que quand le dentiste aura fait son bilan, puis certains ne voyaient pas trop l'intérêt de ça. Donc, on a des situations un peu compliquées à gérer. Voilà, voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions qui sont apparues? Alors, c'est pas une question, mais c'est plutôt une remarque. Notre difficulté première, l'accessibilité aux soins dentaires pour nos patients. Oui, parce qu'on est dans un système qui a plongé complètement dans le curatif. On a une dynamique, alors on a des problèmes professionnels, de dynamique professionnelle déjà, exactement comme les médecins, parce que le numerus clausus a été géré comme les médecins. Donc, on a une période difficile. On a pourtant beaucoup de confrères qui s'installent, mais la population a beaucoup augmenté en France aussi. Donc, on a un problème d'accès. Et surtout, on a beaucoup de patients qui arrivent dans des situations où la prise en charge est compliquée, va nécessiter plein de rendez-vous. Donc, on a une embolisation sur le curatif. C'est pour ça qu'il y a un grand coup qui est donné aussi là, dans notre convention sur le préventif pour le réaccentuer là-dessus. Avec beaucoup de patients qui ne voient pas la nécessité d'avoir un dentiste traitant, on va dire, pas au sens de l'assurance maladie, mais on s'attache auprès d'un dentiste.
et qui considèrent qu'il faut juste consulter en urgence. Bah, comme en urgence, bah, effectivement, les plannings sont pleins. Si ce n'est pas un patient du cabinet dentaire, le planning est pris en charge. Et puis, on a un phénomène aussi qui nous touche particulièrement, c'est les non-présentations des rendez-vous. Nous sommes la profession qui est le plus touchée par le non-présentation de rendez-vous, qui fait que bah, naturellement, ça allonge les délais de rendez-vous. Un patient qui ne vient pas à un créneau, bah, ça allonge ce créneau-là d'une semaine là-dessus. Et c'est une vraie problématique. L'assurance maladie commence à communiquer là-dessus là, cette année, à faire des campagnes. Mais on a un problème effectivement où souvent en plus, on peut avoir pour des plans de traitement plusieurs rendez-vous qui ont été fixés, alors qu'ils sont des rendez-vous très précis avec des DRE et autres qui correspondent à des phases de traitement. Ce n'est pas des rendez-vous interchangeables en disant celui-là je le saute ou autre. Donc on a un vrai problème qui se cumule avec des patients qui attendent d'avoir vraiment des pathologies installées qui va nécessiter un grand nombre de rendez-vous. Donc, bah, effectivement, ça prend beaucoup de temps médical. Des patients qui, on a calculé quand même dans la carrière d'un chirurgien dentiste, c'est plus de 2 ans de son activité de rendez-vous loupés. Il pourrait partir 2 ans en vacances, on va dire, sur cumuler tout au même moment. Hein. Donc, ce qui est quand même impressionnant derrière. Et puis des patients qui effectivement ne s'attachent pas à un chirurgien dentiste de manière préventive. Quand il y a un problème, ben, effectivement, il n'y a personne sous la main qui le connaît. C'est le même problème après sur d'autres pathologies avec les médecins généralistes. Bon, il y a le dispositif après là, qui a été mis en place pour avoir un médecin traitant enregistré qui limite un peu, mais il y a les problèmes de démographie. Donc voilà, on est dans un problème d'écosystème global, de prise de conscience de la population qu'il faut aller vers. On est sur des pathologies évitables hein, déjà, qu'il faut aller plus sur du préventif, où effectivement on a plein de moyens. En fait, on est le pays d'ailleurs en Europe qui a la meilleure couverture dentaire. Donc effectivement, globalement, dans beaucoup de pays, à l'âge adulte, vous avez peu de couverture. Si vous avez des problèmes dentaires, c'est effectivement vous aurez un impact financier très fort. Donc vous êtes dans une démarche très préventive parce que vous savez que vous aurez un impact. En France, effectivement, il y a moins d'engagement personnel. Hein. C'est des discussions qu'on a avec tous les acteurs, notamment l'assurance maladie là-dessus, où on a moins d'engagement. C'est vrai qu'il y a plus de fatalité et malgré tous les moyens qui sont donnés, bah, on a plus de pathologies en France que sur d'autres pays qui ont une moins bonne couverture. Donc, il y a un vrai problème dynamique d'écosystème. Donc, il va y avoir de grosses campagnes qui vont revenir. Là, l'assurance maladie remet cette actualité vraiment forte aussi dans les médias de manière générale, sur toute la population, avec un très fort accent aussi sur les jeunes qui va être mis. Parce qu'un rendez-vous de prévention, ça prend très peu de temps dans l'agenda. À partir du moment où il faut dévitaliser une dent, il y aura aussi sans doute une couronne et autres. Ça va nous prendre à peu près sur 5-6 heures de traitement pour une dent, en cumulé. Donc, ouais, c'est pas la même chose. Donc, il y a vraiment un message à faire passer où il y a une forte fatalité, beaucoup plus hein, dans les questionnements de la population française que d'autres populations européennes, vis-à-vis des pathologies bucco-dentaires. Donc, il y a un recours qui est vraiment souvent quand on a une pathologie installée. Hein. Ça, c'est très fort dans les chiffres de l'assurance maladie. Le recours préventif est très faible dans la population vers notre profession. Est-ce que tu aurais Est-ce que vous avez des idées globalement pour éviter ces... Alors, on va avoir aussi des évolutions hein, professionnelles. On va avoir un nouveau métier qui va apparaître, hein, un peu comme chez les médecins. On aura les infirmières en pratique avancée qui pourront aussi, sur lesquelles on pourra déléguer certains actes ou certains éléments, les radiographies, une phase de détartrage, etc., qui vont améliorer un petit peu la capacité. Mais ça vient juste de passer cette année, en fait, au Parlement. Donc, le temps qu'il y ait les matrices de formation haute, ça arrivera dans les cabinets dentaires d'ici 3-4 ans. Hein, si tout se Et passe bien. des infirmières, Alors, non, c'est des assises, quoi. Je des fais assistantes bucco-dentaires plutôt. Voilà, mais c'est l'équivalent de Oui, ce qui se passe d'accord. en médecine avec les Ok. infirmiers de pratique avancée, on va dire. Nous, ça sera des assistantes, effectivement, de prophylaxie qui vont aussi apporter une capacité supplémentaire un peu. Mais sur les traitements lourds, c'est pas elles qui pourront les prendre en charge. Hein. Ça restera le chirurgien dentiste en termes de capacité. Donc ça donnera une petite bouffée d'oxygène, mais on bénéficie aussi, il faut le savoir, beaucoup de la formation à l'étranger. Plus de 60% des nouveaux installés se sont formés à l'étranger. Ça ne veut pas dire que ce sont des étrangers. Hein. Il y a un contournement du numerus clausus depuis plusieurs années, qui, dans un sens, heureusement, ça se pose des problèmes un peu de temps en temps de niveau de formation aussi à l'étranger, de matrice. Mais on a une vraie problématique professionnelle, exactement comme les médecins, parce que ça a été le même traitement qui a été fait des numerus clausus.
avec beaucoup de départs en retraite en ce moment. Alors, il y a deux Est-ce qu'il y a autres d'autres questions? questions. Oui, on fait les deux dernières questions. Alors, il y en a une Oui. sur le bruxisme. Qu'en Ouais. est-il? Alors, le bruxisme, c'est en fait une sorte de grincement de dents qui peut être délétère, user, casser les dents, qui a différentes origines, on va dire, mais c'est une origine souvent de stress qui peut se passer pendant la nuit. La majeure partie, on a le bruxisme nocturne qui est le plus tôt, qui est lié en fait à un stress de l'organisme. Alors, quand il y a un bruxisme, en fait, l'origine n'est pas dentaire en soi, hein, c'est un problème de conditions de vie, de stress, de problèmes ou autres. On peut avoir du palliatif pour protéger les dents, notamment on fait des gouttières sur mesure qui permettent de s'interposer entre les dents pour protéger les dents de fractures, d'usure. En fait, on peut faire que ce soit la gouttière qui est plus tendre qui va s'user. Et puis qui va aussi permettre d'abaisser un petit peu la mâchoire, de décompresser, parce que quand il y a du bruxisme aussi, il y a une répercussion souvent au niveau des ATM, des articulations temporomandibulaires et des muscles de la face, parce que les muscles ne reposent pas pendant la nuit, ils sont totalement en train de travailler, et le matin, il y a des crampes là-dessus. Donc ça, c'est dans des cas, on va travailler ça, on va prescrire aussi des petits exercices de détente, et puis d'essayer de travailler sur les facteurs qui peuvent provoquer ce stress interne. Donc ça, c'est le bruxisme, effectivement, diurne qui est le plus courant, et puis on peut avoir un bruxisme euh, en journée, qui va être aussi le stress, là qu'on peut plus contrôler. Hein. Normalement, quand on est en courte journée, au repos, on ne doit pas serrer les dents. On va serrer uniquement quand on déglutit. Si on serre tout le temps les dents hautes, c'est que c'est pas normal, hein, il y a un stress. Et il faut effectivement pouvoir s'auto-traiter dans ce cadre-là. Après, il peut y avoir aussi des choses qui accentuent des problèmes de patients comme des problèmes cervicales et autres qui peuvent aussi retentir. Il y a un tableau général global, hein, souvent, qui est associé à des tensions autres. On fait du palliatif. Hein. Alors, la dernière question, alors il y en a deux. Enfin, dans le commentaire, il y en a deux. Que pensez-vous des dentifrices dits naturels sans fluor et les gouttières pour aligner les dents vendues sur Internet? Alors, la première, qui est une très très bonne question. Les dentifrices sur fluor, alors naturel ou pas, quoi, peu importe, hein, parce que le terme de naturel, à partir du moment où vous faites une recette, tout est chimie, tout est naturel aussi dans un sens. Hein, donc là-dessus, en fait, un dentifrice en fluor, ce n'est pas un dentifrice. Hein, là-dessus, je pense que si vous avez vu la partie au fluor, ça pose un problème. On a de plus en plus ces produits qui sont formés sous la gamme des 100-100-100. À partir du moment où en fait, on vend un produit qui n'est pas efficace, qui peut même être dangereux là-dessus, parce que la santé dentaire a des conséquences. Quand on a une maladie carieuse, c'est une conséquence à vie derrière. Hein. Donc là, on a souvent du marketing qui joue avec la santé des Français. Et ça, c'est un vrai problème. Et c'est pour ça aussi qu'on critique beaucoup la HAS qui ne met pas à jour ses recommandations aussi de manière forte pour réaffirmer les choses. Peut-être que la NSM le fera l'année prochaine. Mais il y a vraiment un enjeu de santé. On voit des patients qui n'avaient pas de caries, qui développent des caries parce qu'ils passent à un dentifrice effectivement sans fluor. Donc cette histoire, on peut avoir des dentifrices bio, par exemple, avec fluor. Hein, si on veut un dentifrice bio, vous avez des marques qui peuvent être dans cette dynamique d'avoir une sélection de produits sourcés dans le cahier des charges d'eau, vous pouvez avoir du fluor. Et le seul agent anticarie dans un dentifrice, c'est le fluor, qui est reconnu notamment par l'Agence européenne du médicament. C'est le seul actif qui est prouvé. Voilà. Alors, on nous parle de toute alternative. Ils n'ont pas du tout l'efficacité du fluor. Ils n'ont aucune activité carieuse en fait reconnue en dentifrice. Donc voilà, ça c'est, je pense, quelque chose qu'il faut faire attention. Moi, je dis c'est une escroquerie à la santé. Hein. Là, clairement, il y a un vrai danger. On travaille à l'OMS, qu'on voyait dans les pays en voie de développement, leur priorité, c'est de donner l'accessibilité aux dentifrices fluorés de qualité dans les pays. Nous, on marche en fait dans le sens inverse actuellement. Et c'est souvent en fait démagogique du marketing pur sur ces formulations. Voilà. Alors, sur la deuxième question des gouttières orthodontiques, c'est un vrai problème. Là-dessus, il y a un contournement de la loi. Les traitements orthodontiques sont des traitements médicaux qui mettent, là, c'est pareil, il y a une mise en danger. On avait fait un communiqué de presse cet été là-dessus, parce qu'il y a eu beaucoup d'influenceurs qui ont promu des traitements comme ça sans professionnels de santé. Or, un traitement orthodontique, on doit voir quelle est la cause déjà de cet alignement. Il peut y avoir des problèmes de base osseuse et donc c'est pas en déplaçant les dents que ça va se calmer.
Il peut y avoir des nécessités de chirurgie, d'extraction ou autres, là, qui ne sont pas toujours connues. Et puis surtout chez des adultes, on peut avoir des maladies parodontales. Et c'est la première contre-indication à un traitement orthodontique. Il faut éventuellement la traiter ou autre pour mettre en place un traitement orthodontique après. Donc là, c'est pareil, c'est une mise en danger. On a effectivement là-dessus, la profession essaye de travailler à les autorités parce qu'il y a un contournement et il faut pouvoir faire réappliquer effectivement le cadre légal. Donc là, c'est pareil, ça c'est une mise en danger de sa santé. Au même titre que les facettes qui sont promues beaucoup sur Internet, des facettes dentaires. Voilà, on va changer vos dents. Non, ça, alors c'est fait à l'étranger, parce qu'un dentiste en France ne fait pas ça. Là-dessus, sur des dents saines, on les mutile juste pour mettre du blanc Jacob de Lafont. Non, à mon sens, c'est pas de la médecine. On a des patients qui sont massacrés, des jeunes en plus, qui vont en Tunisie ou en Turquie, tout ça. Il y a beaucoup de dérives là-dessus via notamment les pseudo-influenceurs. Chez les jeunes, Bien. Je crois qu'on va remercier Dr Perrier pour son intervention exhaustive. on a essayé, on Oui. a aussi un site qu'on a mis en place, qui est un site qui s'appelle mabouchemasanté.fr, sur lequel il y a des ressources vidéo, il y a différentes choses qui peuvent être un relais pour les patients là-dessus, qu'on a voulu en fait donner un repère de professionnels. C'est fait par des chirurgiens dentistes pour la population, pour avoir un vrai repère, parce qu'il y a beaucoup de désinformation. Donc voilà, fait par des professionnels au service de toute la population. Oui, je crois que vraiment, il y a besoin d'informations au vu de toutes les pathologies qui peuvent être entraînées par les problèmes dentaires. Mais écoute, Benoît, merci encore. Et puis, Marine, je te laisse conclure. Merci, monsieur Perrier, d'être intervenu et d'avoir aussi bien expliqué les problèmes qu'on peut retrouver au niveau dentaire. Et moi, je voulais vous préciser que vous pouvez toujours nous envoyer vos questions si jamais vous en avez. Et si monsieur Perrier est d'accord, pourra répondre à vos questions. Pas de souci. Voilà. Deuxième petite chose, je vous enverrai demain un petit questionnaire pour avoir vos retours concernant la soirée, pour qu'on puisse, Monsieur Perrier et nous, l'URPS pharmacien, améliorer quelque chose, des petits points si jamais il y a besoin, et puis prendre vos commentaires s'il y en a. Puis juste rappeler qu'il y a le replay qui est disponible. Il y aura Voilà. le replay qui sera disponible sur notre site internet à l'URPS Pharmacien Pays de la Loire. Qui sera mis en ligne quand les soirées régionales seront terminées, donc d'ici février-mars. Voilà. Merci à vous. En tout cas, nous, on est enchantés effectivement de pouvoir échanger avec vous parce que vous êtes vraiment un professionnel de santé qui est en contact avec toute la population, parce que tout le monde, effectivement, l'année passe à la pharmacie pour différentes choses. Il peut être un relais après aussi, justement, sur des repères autour de la santé orale. À bientôt. Bonne soirée à tous. À bientôt. Merci beaucoup. Bonne fin de soirée. Au revoir. Au revoir.